C'est curieux parce que le rapport entre moi et le jeu, c'est un rapport de vie, pas de travail. Et alors, è bello perché si je suis libre, je suis complètement à mon aise. Et je crois qu'il ne m'a jamais dit comme je devais faire. Il m'a dit seulement, tourne ta tête à droite, tu te lèves, tu te promènes, tu viens ici, et tu dis... Oui, mais en même temps, bon, vous viviez tout le temps ensemble. Donc vous ne cessiez pas de parler, probablement. Certo. Per il bisogno che j'ai toujours di parlare avec l'homme che j'aime, sì. Ma non è male. È molto bello parlare con Antonioni. È un bel vivere. Est-ce qu'il avait quand même tendance, Antonioni, à être plus exigeant avec vous? Non, je ne crois pas. Parce qu'il y avait un rapport tellement direct, simple, clair, qu'il n'avait pas besoin. Il profitait des petits... Vous savez, il y a un moment, il dit toujours Michelangelo, quand l'inquadratura finisce, je ne sais pas comment on dit en français, quand il termine, quand on dit stop, avant de dire stop, que la ligne est terminée, le dialogue est terminé, il y a un moment di smarrimento per un attore, no? Il y a le passage. D'incertitude. Oui, il y a quelque chose de très léger, c'est le passage entre la vie et la profession. La fiction. Alors, il profitait de ce moment. Il disait pas tout de suite stop. Il profitait d'un moment qui était assez curieux. La caméra continue à tourner. Oui. Et après un moment, et on est là et on dit, je ne dois pas sortir, je dois rester. Mais rester comment? Qu'est-ce qu'il s'attend? Qu'est-ce qu'il veut maintenant? Quelque chose que je n'ai pas fait, peut-être... Consciemment, ou que je n'ai pas dit suffisamment avec mon visage pendant le tournage. Et alors, il y a tout dans ce moment-là, je crois. Il y a beaucoup de ces moments dans l'Avventura. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus, peut-être. C'était... Il faut penser qu'on n'était pas toujours comme ça, comme dans les films d'Antonioni dans la vie. Moi, je suis toujours drôle. Così mi dicono. Et allora, il n'y a jamais une chose. On n'était jamais blanc, noir. Tragique ou quoi? Non. Io poi sono molto comico. Donc, il y a eu un moment où vous vous êtes dit quand même, je vais passer à un autre registre. J'ai envie de faire autre chose. Non, parce qu'on m'a demandé de faire une chose comique et je ne voulais pas le faire. Et Michelangelo a detto sì. E allora il a commencé le film, une série di film comiques con Alberto Sordi, con di Monicelli, di Sordi, di Scola, bellissimo, con Marcello Mastroianni. Erano tutti film comici che per moi était l'autre côté, come di qua, con quelle maschere che sono sopra i teatri. C'était pas forcément la volonté de changer votre image. No, era la natura, era la mia natura. Parce que Michelangelo, il riait tout le temps avec moi. Alors il disait, il faut que tu sois comme ça au cinéma aussi. Une saveur d'Italie sur Radio Libertaire. Pour commencer ce bulle de rêve, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission. On a commencé alors juste à l'instant avec une revisitation, alors juste le tout début du Clan des Siciliens, fameux morceau d'Ennio Morricone. Morricone évidemment, l'a repris par John Zorn. Le morceau finalement est un peu plus long, c'est juste. Et on a commencé en hommage en effet à Monica Vitti. Monica Vitti vient de nous quitter, grande actrice. J'aime beaucoup ce qu'elle dit. On va la entendre lors de l'émission. Je trouve ça très touchant. Elle a une voix absolument magnifique. Puis je voulais revenir aussi sur ça parce que mais bon, les choses changent, ça prend du temps, tout le monde, beaucoup de gens ces radios si bien pensantes, même s'il y a des choses intéressantes sur France Culture, etc. Beaucoup de gens ont appelé Monica Vitti la muse
d'Antonioni, et en fait c'est évidemment un peu ridicule puisque elle le dit très bien, les deux se sont donnés, il n'y a pas la muse de l'un ou de l'autre, c'est toujours cette idée évidemment l'actrice qui serait la muse absolument d'un réalisateur, c'est pas le cas, et Monica Vitti l'explique très bien d'ailleurs. J'aime beaucoup cet extrait où elle dit qu'elle faisait beaucoup rire Michelangelo à la maison, et que il n'y a pas tout l'extrait, mais elle dit elle a besoin de toute façon d'être avec les hommes qu'elle aime, avec qui elle travaille, elle a besoin de parler tout le temps, et que c'est évident que si vous regardez ce qu'a fait Antonioni avant et ce que fait Antonioni avec Monica Vitti, son cinéma s'élève d'un niveau, et que c'est évident que ce n'est pas juste parce que c'est la muse ou parce qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a un vrai travail des deux. Et hors micro tout à l'heure, vous nous apprendrez, on parlait de duo, et c'est évident que là on peut parler réellement d'un duo entre Antonioni et Monica Vitti. Donc voilà, et c'est les mêmes qui, je vous rappelle, c'est les journalistes, mais c'est un 20 mots que je dis, pouvait arrêter d'avoir que juste une icône à un moment donné. Alice Guy est très intéressante, mais je vous promets, il y a plein d'autres réalisatrices aussi qui ont commencé. C'est pas parce qu'elle est française, ça c'est un de nos grands trucs made in France, donc on est très content d'avoir. Enfin, c'est la première. Et encore une fois, j'aime beaucoup Alice Guy. C'est quelqu'un d'absolument passionnant, mais il y a plein d'autres grandes réalisatrices américaines qui ont commencé au même moment. Donc, ce serait bien de faire un panel et pas une fois qu'on a juste une personne et de la porter un petit peu comme ça au pinacle. Ceci étant dit, je vais vous faire entendre une voix que vous n'avez plus entendue depuis très longtemps et que vous allez être content d'entendre de nouveau et contente. Nicolas Thiss est de retour parmi nous. Bonjour Nicolas. Bonjour. Voilà, c'était un plaisir. Elle, ça fait moins longtemps, mais quand même, c'est vrai qu'on l'a pas eu depuis longtemps. Donc Marie-Pauline Molaret. Bonjour Marie-Pauline. Oui, bonjour Alexis, bonjour tout le monde. Voilà, j'ai changé un tout petit peu. On a Jean-Nicolas, merci, derrière le micro. Et on est ravis, tu le présenteras tout à l'heure, je vais juste te dire son nom, d'avoir Yacine Badet. Bonjour Yacine. Bonjour. Alors Yacine, on devait la voir il y a quelques mois maintenant avec Chloé Maslow. On est content parce qu'on aura plus de temps avec lui, on va profiter plus de lui justement aujourd'hui. Tu nous le présenteras, je pense, après, ou tu veux le présenter tout de suite, Marie-Pauline, comme tu veux. Bah vas-y, on va si faire tu te sens, c'est un parti, petit peu alors. de teasing, comme ça les auditeurs savent tout de suite de quoi on va parler aujourd'hui, puisque Yacine a fait des études de cinéma à Paris 8 en option scénario. Donc nous avons aujourd'hui un scénariste, un vrai. Ça va être l'occasion de lui poser plein de questions pour comprendre enfin comment on écrit un film. Ce qui est très intéressant avec le parcours de Yacine, c'est qu'il est extrêmement pluridisciplinaire, parce que Yacine, tu as écrit pour des courts et pour des longs, tu as écrit des fictions et des documentaires, et de l'animation et de la prise de vue continue. Mais tu as aussi écrit des séries télé et même des fictions radio. Donc, exactement. Est-ce que tu as écrit un roman ? En 6e, donc ça compte pas. Voilà, donc c'est probablement la prochaine étape. Et alors, je vais vous donner quelques titres de films quand même sur lesquels a travaillé Yacine. Notamment, il a coécrit Contes de fées à l'usage des moyennes personnes et Diamanteur, qui sont des courts-métrages de Chloé Maslow, dont on parlait il y a un instant, ainsi que son premier long-métrage Sous le ciel d'Alice. Mais il a aussi travaillé sur Chicken of the Dead de Julien David, qui est un court-métrage animé. Un autre long-métrage qui sort d'ici donc quelques semaines, parce que c'est en avril, c'est L'été et l'éternité d'Émilie Ossel. Et en écriture actuellement, si je me trompe pas, il y a donc, c'est plus en écriture, c'est presque en tournage, Eau forte de Juste Philippot. Et le prochain film qui, je ne sais pas si maintenant il a un titre, la dernière fois que j'ai vu il n'avait pas de titre, de Yacine Knia. Toujours pas. Voilà, qui était le réalisateur du film De bas étage, qui était à la 15e des réalisateurs l'année dernière. Voilà. Mais Yacine est également intervenant à l'atelier supérieur d'animation, où il il accompagne les étudiants sur le scénario, si j'ai bien compris. Voilà. Sur les films de fin d'études. Sur les films de fin d'études. Et aussi intervenant au Groupe Ouest, au Moulin d'Andé, toujours en rapport avec l'écriture et le scénario. Donc ça va être notre grand sujet aujourd'hui. Bon, super, merci beaucoup. C'est vrai que c'est intéressant à se voir, c'est l'une des grandes choses, il faut reconnaître, des gens qui sont dans l'anime disent, les gens disent, il n'y a jamais de scénar, putain, ça serait bien qu'il y ait enfin des scénars en animation, c'est bien enfin qu'il y ait des scénaristes, donc ça va être intéressant d'en parler et de voir un petit peu tout ça. Regardez, Diamanteur est en ligne sur le site du New York Times. Alors ça s'appelle pas Diamanteur, c'est un autre nom, c'est sûrement l'un des plus beaux courts-métrages de ces 10 dernières années, en tout cas pour moi, c'est subjectif, bien évidemment comme tout, mais c'est un court-métrage absolument bouleversant sur pourquoi faut pas être parent. De la difficulté d'être parent. C'est un peu plus complexe que ça. Je pense que d'autres pourraient dire la même chose, mais en tout cas, il y a cette idée-là, en tout cas moi quand je l'ai vue. Et je me suis dit, t'as bien fait. Donc, revenons maintenant sur on en parlera de toute façon de Diamanteur et comment on écrit justement, je pense, notamment des histoires très personnelles de réalisateurs et comment on s'inscrit là-dedans de manière plus sérieuse. On va commencer, on va faire un petit break dès maintenant sur de la musique et je vous l'avais promis, l'album n'était pas encore sorti, il vient de sortir
sortir le 11 février l'un de mes groupes que j'adore, qui est un groupe suisse qui s'appelle Zell and Ardor. Donc du zèle et de l'ardeur. Vous allez voir, de l'ardeur, il y en a. Vous me connaissez, pour celles et ceux qui me connaissent un tout petit peu, on est dans la branche métal de mes goûts. On verra qu'on ira sur d'autres branches à un moment donné. C'est un groupe absolument extraordinaire qui vient bientôt en France, on espère, puisque tout est annulé. Scar est annulé. Enfin voilà, Mogwai est annulé. Enfin pour l'instant, Godspeed. Enfin bon, c'est absolument terrible. Plus personne ne vient en concert. On espère que voilà, ça va pas trop. Marie-Pauline n'a qu'une peur, vous l'avez pas vu, c'est que The National soit annulé aussi. Donc voilà, elle a fait un grand qui était dingue. Donc voilà, on espère qu'ils vont pouvoir venir. Ils vont être à l'Olympia, un peu moins cher. Ils vont être à l'Aéronef à Lille avec Meshuggah. Ils sont en première partie de Meshuggah, autre groupe très intéressant. Pourquoi Zell and Ardor? C'est que c'est un groupe très politisé. Il y en a pas tant que ça. Il y en a en métal, mais souvent c'est assez simple, on va dire, entre guillemets. Là, c'est vraiment un groupe politisé qui en plus va mélanger tout ce qui est spiritual. Tout ce qui est voilà, et le chanteur dit c'est un peu comme c'est un peu, faudrait imaginer, c'est un peu comme si les esclaves plutôt à l'époque, plutôt que de se tourner vers Dieu, se tournaient vers le diable. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Ça pourrait donner un groupe comme Zell and Ardor. On écoute Götterdammerung. Pardon pour ma prononciation. On écoute Nicolas et on revient après. Attends, faudrait que ce soit le morceau numéro 2 sur la clé. Nous sommes d'accord. Il n'y a pas de morceau numéro 2 sur la clé. Comment ça, il n'y a pas numéro 2? Il y a quoi? Il y a le 1 puis il y a le 3. Et c'est quoi le 3? Le 3, non, c'est... Non. Balanescu. Alors, je vais me déplacer, pardon, Yacine. Vous allez le faire en direct. Il y a une autre clé USB, pardon, qui va arriver. Alors, c'est très, très étrange. Si les morceaux de musique se mettent à disparaître des clés USB, vraiment là, on ne répond plus de rien. Pourquoi t'as... Donc là, on vous fait en direct. Ils sont tous les deux en train de regarder si le morceau a disparu de la clé ou s'il est toujours là. Yacine, est-ce que quand tu es dans une situation comme ça, tu as ton cerveau de scénariste qui se met en route en te disant tiens, cette situation est amusante? Je parle pas forcément de celle-là, mais de manière générale. Est-ce que tu es tout le temps à l'affût de choses qui se passent dans la vraie vie en te disant que ça te resservira un jour? Là, il y a de quoi faire un vrai moment de suspense et de conflit et de dilemme. Donc voilà, j'observe et je creuse. Y aura-t-il une résolution? Voilà. Ou est-ce qu'on va devoir chanter nous-mêmes le morceau? Si vous me trouvez les paroles sur Google, J'ai pas bien compris de quelle nationalité était le groupe, mais j'ai l'impression que c'était pas forcément de l'anglais. C'est suisse, c'est de l'allemand. C'est de l'allemand. Alors écoute. J'ai fait espagnol en LV2, donc je suis désolé, mais... c'est pas beau ça de se débiner comme ça. Je ferai les harmonies dans les chœurs derrière. C'est parti. Nous sommes à l'antenne, nous parlions évidemment Zell and Ardor, donc bientôt en concert, on est en train de parler chacun des les concerts qu'ils voulaient aller voir, les concerts qui étaient finalement annulés avant d'arriver à ce grand moment, cette grande partie en tout cas avec Yacine Badet pour parler de scénario et de son parcours bien évidemment. On va parler de news un tout petit peu. Alors, il y a eu 2 festivals un peu moins importants que le Piaf, mais quand même importants. Il y en a eu 3 en fait réellement. Rotterdam, c'était quand ? Alors, Rotterdam, c'était entre le 26 janvier et le 5-6 février. Donc, en même temps que Berlin? Enfin, plus ou moins. Berlin commençait février. La semaine d'après. D'accord. Après, oui. Ça se bouscule un tout petit peu comme ça. Est-ce qu'on commence par... alors, Rotterdam était avant Clermont ou Clermont, c'était en même temps par contre? Clermont, c'était en même temps que... que Rotterdam. Rotterdam à peu près en même temps, puisque Clermont commençait le 29 janvier. Donc ce sera toi qui parlera en premier. Bon ben voilà, Nicolas, c'est Clermont-Ferrand. On fait ça un peu, voilà, c'est une manière très professionnelle de faire les choses à bulle de rêve. Nicolas, toi, tu t'es déplacé à Clermont? Oui, le festival a eu lieu en live. Ça, c'était aussi justement une première depuis 2 ans, puisque l'année dernière, il avait été annulé et c'était quand même assez triste. Et cette année, le festival a plutôt bien repris. Apparemment, ils ont compté... Alors, il y a eu une jolie déperdition quand même de spectateurs et de nombre de spectateurs quand on regarde les chiffres. Malgré tout, ils ont réussi à dépasser les 100 000 spectateurs en une semaine, ce qui reste quand même vraiment énorme, alors qu'il y a 2-3 ans, ils étaient à 150 000 sur la semaine. Ouais. Donc voilà. Comme tout festival, visiblement, mais d'ailleurs, si j'ai compris, ils ont perdu aussi, malheureusement, pendant la semaine des gens, puisque les bars, les choses comme ça ont fait que le Covid, malheureusement, a mais surtout, j'ai l'impression que c'était au niveau des invités et des internationaux qu'ils ont perdu, c'est-à-dire que la population locale, et ça c'est toujours un bon point, notamment par rapport à certains festivals, justement, la population locale est très 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 présente encore au festival, et c'est vraiment la population locale qui a vraiment
fait en sorte que le festival puisse fonctionner, qu'il y ait vraiment du monde un petit peu partout. Donc ça, c'est toujours bien, la population locale est toujours très très présente. Tu veux dire que les Clermontois sont moins feignants que les Parisiennes et les Parisiens et vont dans leur festival, ou que les Annéciens. Ou que les Annéciens qui... C'est pas c'est qu'ils ne sont pas ou elles ne sont pas prévues dans le festival. Les Annéciens, normalement, ils sont un peu éloignés quand même, puisqu'ils sont pas dans les jauges, ils sont pas dans les choses, ils peuvent quasiment pas avoir des billets, ou en tout cas très tard après, donc ils sont pas forcément acceptés au festival. Tandis que là, par contre, clairement, ils sont prévus dans le festival, et tout au long de l'année, il y a des événements aussi où les Clermontois et les scolaires sont impliqués. Donc ça montre que le festival reste quand même quelque chose de très très important. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des invités, il y a eu très 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 peu de monde par rapport à d'habitude, et là c'était quand même assez calme, même au niveau des journalistes, puisque par exemple Francis n'y était pas, par exemple. Francis Gavel n'était pas, très étonnant quand même, alors que d'habitude il y est pendant toute la semaine. Voilà, mais ça n'empêche qu'ils avaient aussi encore une sélection qui était très importante, avec un festival qui reste quand même vraiment aussi très réussi. Et puis 2 nouvelles salles, pour ceux qui ne sont pas allés il y a 2 ans, ils ont enfin terminé des 2 nouvelles salles qui sont vraiment là aussi très confortables et très intéressantes. Et puis il y avait quand même les réalisateurs qui étaient là, beaucoup de réalisateurs qui étaient présents. Les invités, c'était vraiment plutôt les professionnels, mais les réalisateurs étaient présents, et il y avait eu pas mal de discussions encore avec les cinéastes présents qui étaient aussi là intéressantes, avec un changement là aussi dans la manière de fonctionner qui était plutôt pas mal, où en fait, au lieu d'avoir les matinées qui étaient consacrées à des interviews à la chaîne de réalisateurs, maintenant c'était une séance qui était consacrée avec à la fin 1 heure qui était prise pour faire des interviews de cinéastes juste après la séquence avec le public, et là c'était plutôt intéressant aussi. Clairement, enfin compris ce qu'il faut faire, c'est-à-dire faire des interviews après et non pas le lendemain, comme ça en plus ça permet aux spectateurs, spectatrices qui sont là de les voir plutôt que de se lever. Personne ne peut forcément venir et tout. Bien. Voilà. Comme quoi, donc on peut avoir 45 ans et enfin comprendre. Je sais pas combien ils en sont, mais voilà, comprendre. Donc super. Exactement. Et donc là, par contre, évidemment, on est là pour parler un peu d'animation. Et là, évidemment, comme tous les ans, la sélection était intéressante, avec justement des films d'animation qui étaient éparpillés un petit peu partout dans les programmations nationales, internationales, labo. Beaucoup dans le labo quand même, évidemment. Et c'est dans le labo que on a pu voir les films d'animation les plus intéressant pour moi, même si la sélection internationale et nationale était quand même assez intéressante. Donc pour une fois au moins, ils ont fait aussi, parce que ça c'était déjà arrivé une fois ou deux, ils n'ont pas fait l'erreur de tout coller en labo, ce qui était animation, même quand ça n'a rien à faire dans le labo. Là c'était vraiment bien dispersé, et ça c'était aussi une bonne chose. Parmi tous les films, donc il y avait déjà des films assez, on va dire, un peu plus anciens, un peu plus classiques pour maintenant, qu'on pourrait presque dire, qui étaient présentés comme Soleil Noir de Marie Larrivée, qui était évidemment un Noir Soleil. Noir Soleil, désolé. On fait tous, je pense que tout le monde a fait l'erreur au moins une fois, donc c'est pas du tout. Donc, qui est toujours aussi intéressant, et qui a d'ailleurs gagné le prix du meilleur court-métrage d'animation français de la SACD. On avait aussi quelques films un petit peu plus, qui ont déjà tourné dans quelques festivals, mais moins en France, comme par exemple Steakhouse de Shpela Kadesh. Donc là aussi, qui était un film extrêmement intéressant sur justement la condition féminine et une femme aux prises avec son mari dans une maison, etc. Voilà. On avait encore, et là par contre, je me demande si, même si je ne l'ai pas croisé pendant le festival, si Antoine Lopez, ou l'esprit d'Antoine Lopez, qui est justement le cofondateur du festival et qui était spécialiste animation du festival, l'esprit d'Antoine Lopez ne rôde pas encore un petit peu sur la sélection, puisqu'il y avait aussi, et ça notamment dans les labos, énormément de documentaires animés. Et Antoine Lopez est un spécialiste du documentaire animé. Et donc là, par exemple, on avait Osbert Parker du Royaume-Uni pour présenter Timeline, chronologie, qui explore justement 400 ans de l'émigration britannique à la manière un petit peu de Paul Bush, c'est-à-dire en pensant le photogramme et avec vraiment une accumulation d'objets justement et de photogrammes. Par rapport à des films là étudiants, on avait toujours du Royaume-Uni un film qui s'appelle Prosopagnosia, donc prosopagnosie, très intéressant. La prosopagnosie, c'est la non-capacité à reconnaître les gens quand on les croise dans la rue ou autre. Et là, avec justement une interview de quelqu'un qui a atteint de prosopagnosie et qui était justement... Le film de Chris Landrette était comme ça... Oui, alors là, c'est juste oublier une personne qu'on a vue il y a longtemps, tandis que là, c'est être incapable de reconnaître le visage de qui que ce soit dans la rue.
Donc c'est vraiment un syndrome qui est assez difficile puisque il faut se baser sur autre chose, notamment les démarches, les vêtements, etc. pour pouvoir reconnaître les gens. Certains se reconnaissent pas eux-mêmes dans le miroir. Hein. Oui, c'est. Ça parlait dans le film, mais ça c'est le truc le plus terrible, c'est que tu ne te reconnais pas dans le miroir. Hein. Voilà, et donc là c'était à partir aussi de carnets d'esquisses, photos, journaux intimes, etc. Et c'est un film de fin d'études de Stephen Fraser qui était aussi très intéressant et particulièrement réussi. Et de la même manière, on avait encore au niveau des documentaires animés un film de République tchèque et de la FAMU qui s'appelle Love Dad de Diana Kam van Nguyen qui retrouve donc dans une boîte les lettres écrites par son père des années plus tôt et qui donc évoque justement le rapport à son père. J'ai trouvé moins fort que son film d'avant, un film de fin d'études, j'ai oublié le nom. Je crois qu'elle a fait la FAMU puisque je crois qu'elle est d'origine vietnamienne, je voudrais pas dire de bêtises, pardon, mais en tout cas voilà. Et elle a fait son film de fin d'études qui je regarde Marie-Pauline, mais je sais pas si elle se souvient, je crois qu'il était en sélection. Non, à Annecy, j'ai un trou de mémoire d'un seul coup. En tout cas, le film avait bien marché. J'avais trouvé le film fort. Je trouve ce film, pourtant, tout ce qui est rapport, vu avec Diamanteur, tout ce qui est rapport famille, ça me bouleverse. Les trois quarts du temps, ça marche beaucoup avec moi. J'ai trouvé un petit peu moins fort celui-ci. Je trouve qu'il s'étend un petit peu et je sais pas. Il m'a moins, j'ai moins trouvé. Oui, celui-là, moi, trouvé assez intéressant. C'est vrai que c'était peut-être un petit peu plus classique dans sa forme et dans sa narration, mais c'est vrai mais il était quand même assez intéressant. Et puis là, par contre, on avait aussi deux autres films, type documentaire animé encore. Alors, il y en a un qui s'appelle 5 minutes de plus de Sarah Szymanska, film de fin d'études polonais, qui évoque l'histoire très simple c'est pas exactement un documentaire animé là par contre, mais c'est une histoire qui lui est très personnelle et elle raconte vraiment une relation d'une femme avec sa sœur et en fait sa sœur jumelle, et elle-même raconte qu'elle a une sœur jumelle et que c'est vraiment très profondément ancré dans son histoire. Et par contre on a eu aussi La vie sexuelle de mamie, qui là aussi tourne en festival depuis quelques temps déjà, d'Émilie Pijard et Urska Djukic, je ne sais pas trop comment voilà, qui évoque justement, notamment à travers des témoignages, la manière dont les femmes étaient considérées en Slovénie dans les années, on va dire, il y a plus d'une 50aine d'années, avec un dessin qui est là aussi typique d'Émilie Pijard, très vif, très brut, très épuré, et qui est vraiment assez intéressant. Moi j'aime beaucoup le dessin d'Émilie Pijard, je sais pas pourquoi, je trouve que la balance dans les témoignages est pas complètement réussi pour moi. Je pense que c'est un sujet qui était absolument passionnant et je pense qu'il y a un côté très linéaire. En fait, on avance un petit peu et on fait, alors qu'en fait, elles sont bouleversantes. Elles ont de l'humour à des moments donnés. On se rend compte qu'il y a aussi de l'humour malgré tout dans ce qu'on a pu vivre, dans ce qu'elles ont pu vivre. Et j'ai trouvé, je sais pas, toi, je sais pas si Marie-Pauline, tu l'as vu. Ah oui, voilà. je l'ai vu effectivement il y a un petit moment déjà, et je suis assez d'accord sur les témoignages parce qu'il y a un truc un peu inégal sur les témoignages, et en fait pendant une partie du film je me demandais si c'était un seul témoignage, et en fait non, c'est plusieurs, et effectivement il y a un petit côté un peu catalogue. Peut-être qu'on aurait gagné à avoir un seul témoignage qui soit un petit peu plus long. Oui, alors après c'est aussi l'adaptation d'un ouvrage, et c'est pour ça ils ont essayé de récupérer les témoignages par rapport à un ouvrage qui avait été écrit sur cette question-là, donc c'était encore un petit peu... Après il y a le travail d'Émilie Pijard, qui est très intéressant. Les choix graphiques par rapport à ce sujet sont extrêmement si vous regardez, c'est vraiment... Et parmi les films qui étaient peut-être un petit peu attendus, il y avait The Fall of the Ibis King qui avait gagné à Venise, qui était plutôt joli, mais pas non plus très intéressant. C'était assez banal, donc de Michael Geronimo et Josh. Elle peut pas nous en parler parce que je pense qu'il sera ou pas dans la prochaine sélection Annecy. Non, ou c'était l'année dernière? Je pense que non, ça doit être cette année. Je l'ai pas parce que c'est Venise, donc oui, tu l'auras pour les prochaines. Donc là, elle est obligée. Ah oui, c'est un film de fin d'études aussi. Mais oui, c'est un film de la National Film Television, NFTS. Donc ça sera peut-être pour le prochain, on verra. Voilà. Et puis autre film qui était aussi, qui est plus classique dans la narration, mais que j'ai trouvé quand même relativement intéressant, notamment par son rapport justement au non-dialogue et à la non-parole, c'est Ronde de nuit de Julien Régnard, qui est un film 2 tours de minuit, qui évoque pas mal de choses, qui est noir et blanc, donc une soirée huppée, un manoir, etc., et un accident de voiture. Donc voilà. Et je peux pas m'empêcher de dire quand même j'ai un peu de mal avec ce film, c'est pas pour être, mais non, je trouve qu'il y a une espèce de formalisation, un côté très formel du film qui, moi, je trouve donne un côté très froid. Alors je sais que c'est voulu, c'est complètement voulu, mais le côté froid, moi, me déplaît pas du tout. Mais non, mais je trouve que ça va pas jusqu'au
jusqu'au bout de ce côté presque justement glacial des personnages. Ce que j'ai trouvé le film assez intéressant et je trouvais ça assez glacial et j'aime bien le côté glacial. Moi, ce que j'ai peut-être un peu moins aimé dans le film quand même, c'est le côté trop référentiel. Je trouvais qu'il faisait référence à des tonnes de films et je me suis dit qu'au bout d'un moment, c'était peut-être un petit peu limite. Mais par contre, j'aime beaucoup le côté froid, très sec, très noir et blanc et justement le fait qu'il soit absolument pas parlé et que tout passe justement sans mots. Mais justement, il y a presque un côté trop évident dans le noir et blanc, dans le côté un petit peu, je sais pas, je trouve ça... Moi, ça me dérangeait pas. Écoutez, en tout cas, bien le formalisme. Alors, sincèrement, vous pouvez, en plus, ça tombe bien, là, vous faire votre avis vous-même, parce que Ronde de nuit, je crois, est toujours ou sur Arte ou sur France Télévisions, mais en tout cas, il est en ce moment sur les internets, comme on dit, donc vous pouvez le voir, il faut savoir... Voilà, si c'est un beau formalisme ou un mauvais formalisme. Par contre, c'est vrai que le film, et là, si je vois les films que j'ai préférés quand même du festival, puisque bon, là, je parlais des films qui étaient projetés, j'ai quand même découvert que j'avais manqué l'année dernière à Annecy dans les films de fin d'études. J'avais vu 3 programmes sur 4, il devait être dans le dernier, malheureusement. Furia de Julia Suda. Donc film d'animation polonais sur on va dire la colère, l'agressivité, etc. et qui passe justement par un fond blanc et des personnages qui ont tendance à se métamorphoser avec un rapport au corps qui est très particulier et un rapport au son aussi qui rend ces corps très 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 malsains et malaisants. On est typiquement dans du cinéma polonais, on va dire, et qui lui fonctionnait vraiment parfaitement bien, je trouvais, qui avait peut-être sa place aussi bien dans la boue. Et on avait 2 autres films. Donc ça, c'est là des coups de cœur, tu vas juste les redire. Voilà. Furia de Julia Suda. Alors, je suis pas tout à fait sûr que celui-là on arrive à le trouver en ligne. Évidemment, non, mais évidemment, retenez, puisque on l'a souvent dit à ce micro, mais les réalisatrices polonaises pendant longtemps, en effet, on avait que, là encore, sans vouloir refaire mes Kouchia, des noms d'hommes, et qui étaient réalisateurs. Et là, on a depuis, alors, on a eu Marta Pajek au micro ici, mais c'est vrai que depuis Marta Pajek, chaque année, je pense qu'il y a au moins 3, 4, voire plus réalisatrices qui sortent des écoles polonaises qui sont absolument passionnantes et qui se renouvellent. Là où la Momeu, souvent en Hongrie, des fois reprend un petit peu, on se dit ça c'est vraiment la Momeu. Là, on peut se laisser surprendre en disant c'est un film polonais auquel on s'attendait pas forcément au niveau esthétique. C'est assez extraordinaire ce qui se passe en Pologne actuellement. L'école de Łódź. Voilà, c'est toujours un crève-cœur quand il faut sélectionner entre les films de l'école de Łódź. Mais il n'y a même pas que cette école-là, il y en a même une autre à Cracovie qui est aussi assez intéressante justement, et elles se battent quand même un petit peu toutes, j'ai l'impression, mais il y a plusieurs écoles d'animation en Pologne ou de formation d'animation en Pologne qui sont vraiment passionnantes. Et donc les 2 derniers coups de cœur qu'il faut absolument qu'on regarde ou qu'on essaye de voir dans le festival. Il y en a plusieurs et ce sont surtout des films qui, on va dire, vont parler presque d'un certain rapport à l'image, mais pas forcément animé. On est vraiment dans le cinéma expérimental et on va dire qu'il y en a 3. Il y en a quand même un très classique, d'un réalisateur très classique, mais que j'ai trouvé très intéressant, c'est Trying Again de Peter Tcherkassky. Donc voilà, un petit peu, je dirais pas la suite, mais d'un film. Est-ce que chaque film de Peter Tcherkassky n'est pas, n'est pas de toute façon pas un coup de cœur de Nicolatis, mais forcément, à un moment donné, il pourrait faire un peu presque, pas n'importe quoi, mais en tout cas. Qu'il avance. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu, voilà. Alors, Violet Kiss de Bill Morrison, c'est pareil que pour Peter Tcherkassky. On est quand même dans de la reprise de films et dans du fun footage de la plus belle nature, avec toujours un rapport à la musique qui est passionnant, et puis une manière de créer une narration avec des anciens films, des anciennes images, et un certain montage, justement, qui est assez intéressant aussi, toujours. Et à partir, notamment pour Our Violet Kiss, simplement d'une scène, on va dire, assez banale. Donc une femme dans une soirée et un invité mystérieux. Et en fait, finalement, avec cette simple petite idée-là, on va essayer de refaire un film avec toutes ces pellicules craquelées qui jouent sur l'aspect fantomatique, la disparition, la réapparition. Ça marche vraiment très très bien. Et l'autre, justement, c'est Masque d'Olivier Smolder. C'est là, pareil, des nouvelles. C'est pas une trilogie, c'est pas, voilà, c'est une trinité, pas titienne, mais quasiment. Une trinité du festival, puisque chacun de leurs films passe et chacun de leurs films sont quand même assez magnifiques. Et Masque qui réfléchit justement à la question de la mort et avec toujours, comme chez Olivier Smolder, des images très brutes, très chocs et des photographies qu'il a été retrouvé, on sait où, qui sont vraiment extrêmement poignantes, très 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 étranges, et on ferme
presque les yeux où on détourne le regard tellement elles sont violentes et elles sont dures, avec des corps morts, mutilés, etc. Mais vraiment toujours un certain rapport à l'image, et ça implique vraiment un rapport à l'image ancienne, un rapport à l'image un petit peu perdue, torturée, etc. qui est assez passionnant. Donc voilà pour le festival de Clermont-Ferrand. On pourrait parler encore d'autres choses, notamment les 20 ans de Labo avec énormément de films intéressants, notamment Bobillet ou The External World de David O'Reilly par exemple. Je suis pas fan moi, The External World. Mais j'aime beaucoup d'autres films de David O'Reilly. Là je trouve. External World est quand même l'un des grands films de David O'Reilly. Non, moi c'est le moment où il se regarde faire du David O'Reilly. C'est quand c'est réel, ça veut dire que c'est mauvais en soi évidemment, mais quand un réel d'un seul coup, c'est qu'il commence à faire son cinéma et qu'il y a un jeu, et pour moi il m'a gêné ce film-là, parce que pour moi il y a quelque chose de l'ordre du je reprends un peu tout ce que j'avais fait avant, mais pas je le compile, c'est-à-dire que j'arrive à le synthétiser pour en produire quelque chose d'un petit peu différent quand même, et en faire quelque chose d'un peu plus narratif, notamment par rapport à ses films précédents. Pour moi c'est un peu son château ambulant à lui, quoi. Ah oui, non, tandis que moi j'aime bien, je suis très content de mon parallélisme, aucun intérêt entre le château ambulant et External World. Vas-y, enchaîne, voilà. Ça sera plus intéressant. Aussi Swatid ou Fest par exemple, des grands classiques qu'on pouvait revoir sur grand écran pour ceux qui ne l'avaient pas fait. Oui, voilà. Merci beaucoup Nicolas pour ce petit retour sur Clermont-Ferrand. C'était une réussite quand même, je pense, au niveau de la programmation, avec une programmation plutôt de bon niveau justement, et des films, autant films d'animation qui étaient déjà passés pour certains en festival, mais d'autres qui étaient assez récents ou assez nouveaux et qu'on pouvait découvrir ici. Donc c'était plutôt pas mal. C'est ce qui est bien à Clermont, c'est comme Clermont n'a pas ce problème d'exclusivité que certains gros festivals peuvent avoir, ils peuvent récupérer Joanna Quinn par exemple, t'en as parlé, mais qui est pourtant passé dans beaucoup de festivals déjà. Mais Joanna Quinn, il était présent notamment en soirée d'ouverture. D'accord, mais donc c'était plutôt. Oui, parce qu'elle était en. Elle était déjà en compétition l'année dernière. Ouais, c'était l'année dernière compétition. Elle était en jury cette année, voilà. C'est ça, non? C'était Regina Pesso, je sais plus en tout cas. Il y avait Regina Pesso aussi, mais en tout cas, Joanna Quinn était en alors c'est pas forcément Joanna Quinn, mais je sais que c'est vrai que comme tu dis, il y a des films qui peuvent avoir tourné en festival et c'est pas très grave qu'ils les aient. Donc moi, je vais juste vous dire avant de laisser la parole à Marie-Pauline qui va nous dire ce qu'elle a aimé elle à Rotterdam. Elle n'est pas partie à Rotterdam, hein. Toi, t'es resté malheureusement. Eh ben non, parce que Rotterdam, le festival de Rotterdam a le bon goût d'être au courant qu'il y a une pandémie mondiale et qu'il est parfois un petit peu difficile, voire hasardeux, d'organiser des festivals uniquement en présentiel, et donc a permis une version hybride, contrairement à Clermont-Ferrand, qui visiblement n'était pas du tout au courant de ces problèmes de Covid. Alors, je pense qu'on en reparlera, parce que si peut-être que l'un des problèmes qu'on va avoir aussi, c'est... Mais c'est un autre débat, donc on verra, c'est est-ce que justement, malheureusement, aussi, ces festivals hybrides vont pas amener de plus en plus des gens... Alors, pas nous qui aimons aussi le grand écran, mais de plus en plus de gens qui vont se dire après tout maintenant c'est pas grave de les voir sur petit écran. Je dis ça c'est parce que je vois qu'il y a des étudiants et des étudiantes qui d'un seul coup se disent je vais pas aller à Annecy, c'est pas grave, en plus on paye 40 €, on se paye à plusieurs un seul abonnement et tout. Évidemment, Marie-Pauline, ce n'est pas toi qui fais ça, je le sais bien, et que si tu as envie, t'as plus de voir ce grand écran. Mais c'est vrai que c'est une vraie réflexion. En tout cas, je pense que ce qui permet au plus grand nombre de profiter d'un festival est forcément une bonne chose. Quitte à voir disparaître les petits festivals. On les verra pas. Bah non, parce que ceux-là continueront d'avoir lieu en présentiel et ils n'ont jamais fait venir des gens du monde entier. Regarde Clermont-Ferrand, c'est les gens de Clermont-Ferrand qui étaient au festival. Oui, c'est ceux qui ne sont pas venus, c'est beaucoup d'étrangers, mais pas forcément parce qu'ils n'avaient pas envie de venir. Les cinéastes étaient quand même venus. Ceux qui pouvaient. Je pense au festival. Alors peut-être je vous rappelle qu'il y a quand même des mesures en France qui font qu'on ne peut pas rentrer dans un cinéma sans montrer tout un tas de trucs. Et il y a plein de pays qui ne sont pas des pays aussi riches et favorisés que les nôtres, où les gens ne sont juste même pas vaccinés, donc c'était impossible pour eux de venir. Leurs vaccins ne sont pas reconnus, etc. On ne parlait pas de maintenant, je disais juste, c'est pour ça que c'est intéressant, est-ce que ça ne va pas donner des habitudes, encore une fois, moi que je vois chez les étudiants et les étudiantes, par exemple, de se dire... Après tout, le grand écran, c'est pas si important que ça. Et que ça, moi, j'en vois. Ça dépend des étudiants aussi. Parce que moi, par exemple, je voyais cette année, quand je donnais des cours à l'MK, on a eu la chance pour 2 séances d'avoir notamment la salle du musée de la BD à Angoulême, qui est une vraie salle de cinéma vraiment très intéressante. Et en fait, voir les films sur le grand écran, on sentait qu'ils avaient envie du grand écran. Je voulais pas, parce que ça nous fait perdre du temps pour Yacine, je voulais pas lancer un débat, j'ai juste que c'était un débat qui sera intéressant à voir. J'ai pas de réponse et je me permettrai pas d'avoir une réponse maintenant, mais en tout cas, on va peut-être en parler puisque Yacine aussi est prof. Voilà, c'était pas du tout, c'était juste méfions-nous et regardons par rapport à ça. Moi, je voulais juste vous dire que voir les films sur grand écran, c'est vraiment bien. C'était très intéressant, c'est passionnant quand Chloé était venue de dire justement, on avait parlé de la traversée en disant que c'est une déception, etc. Et Chloé avait dit justement, non, il faut pas voir ça. Elle a réussi son film, etc. J'aimerais quand même vous dire que c'est bien quand même. Et puisqu'on parle de diversité, on parle de choses. Il y a un film qui vient de sortir, qui est malheureusement, qui est quasiment plus en salle, qui s'appelle Les voisins de mes voisins sont mes voisins, qui est vraiment un très beau film.
film, moi j'étais pas sûr. J'aime beaucoup ce que font Léo Marchand, Nordafis, mais c'est vrai que d'un seul coup, c'était ce qu'ils vont réussir à faire ça. Je trouve le film réussi, et notamment pour les adultes. Je sais que voilà, Léo Marchand, beaucoup on positionné aussi par rapport aux enfants, et le film malheureusement est quasiment plus en salle et va faire très très peu d'entrées, et c'est dommage parce que je pense que si on veut aussi parler encore une fois de diversité, il faut aussi que ces petits films entre guillemets puissent vivre, et c'est vrai que bon voilà, alors on peut espérer pourquoi pas en VOD par la suite et des choses comme ça, mais c'est vrai que sur un grand écran il y a quand même, on l'a vu à Clermont et quoi, il y a quand même un plaisir, on l'a vu au Piaf, il y a quand même un plaisir aussi d'un seul coup des fois de revoir, et voilà, je trouve ça c'était juste pour vous dire, si vous avez l'occasion, voilà, là, vous m'entendez, s'il passe dans votre ville, allez le voir, c'est un joli film, c'est une jolie surprise, il y a quelque chose de... Et c'est le film familial par excellence, parce qu'on nous dit souvent ça de certains films où effectivement les parents s'ennuient copieusement devant le film familial, il n'y a que les enfants qui prennent du plaisir, alors que là ça marche tellement bien pour les deux niveaux. Les adultes, on voit toutes les références et rient et trouvent ça formidable, et les enfants ils accrochent complètement, donc c'est formidable, vous avez des enfants, pour une fois, emmenez-les au cinéma, vous vous ennuierez pas. Justement pour cela, moi je me suis demandé même si les enfants accrochaient, parce que je pense que ça marche très bien pour les adultes, et je me suis même demandé si c'était une erreur de positionnement de l'avoir mis pour les enfants quasiment. Ça marche sur les enfants. Je pense que les enfants qui sont... Parce que d'autres personnes, moi j'ai eu par rapport à des exploitants de salles, des opérateurs de salles qui disaient que ça marche pas sur tous les enfants. Je pense que les enfants qu'on oblige à regarder la sélection d'Annecy avec en disant venez là et vous allez regarder aussi avec maman la sélection d'Annecy, je pense sont plus habitués, mais c'est bien de toute façon de les amener quand même et tout, mais c'est vrai que c'est en tout cas cette idée de positionnement malheureusement est quand même une des problématiques. Encore une fois, c'est un autre sujet. Qu'est-ce qui était bien à Rotterdam? Sinon, on va dépasser. Je suis pas aussi dur que Francis Gavel et je devrais l'être un peu plus. Qu'est-ce qui était bien à Rotterdam, Marie-Pauline? Oui, donc Rotterdam, c'était une chouette édition. Je vais vous parler juste de 3 longs métrages qui m'ont plu et qui se trouvent être des longs métrages animés, donc en plus ça tombe plutôt pas mal. Tout d'abord, il y avait Silverbird and Rainbow Fish de Lei Lei. Donc Lei Lei, c'est cet artiste chinois qu'on connaît pour un certain nombre de courts-métrages animés comme Love and Recycled. Et c'est la deuxième fois qu'il se livre à l'exercice du long-métrage. Et alors là, on est encore une fois dans un cadre de documentaire. Nicolas nous a parlé tout à l'heure de documentaire animé. C'est exactement ça. Donc Lei Lei se penche sur l'histoire de sa famille. Donc du milieu des années 50 à peu près aux années 70 en Chine. Donc on imagine tout de suite que l'histoire de sa famille est évidemment immanquablement liée avec l'histoire chinoise. Et c'est évidemment assez poignant et assez fort. Donc le dispositif, c'est qu'il a d'abord interviewé son grand-père, puis interviewé son père, et on l'entend discuter avec l'un et avec l'autre de manière un peu éparse. C'est pas du tout premier chapitre le père, deuxième chapitre le grand-père. C'est mélangé, c'est parfois un peu foisonnant. Des fois, on a un tout petit peu de mal à savoir qui parle. On essaie de reconnaître les voix, de se dire oui, là, ça c'est le grand-père. Et là-dessus, il prend des photos de famille, des images d'archives, et sur laquelle il va animer ses personnages. Donc il y a de l'animation 2D, il y a aussi des figurines en plasticine. Donc on le voit sculpter les têtes au début, et puis après il colle les têtes sur les photos de sa famille. On voit pas les vrais visages, mais on voit ses visages en pâte à modeler. Voilà, et c'est assez long. Le film peut paraître un peu long, ça dure 1h45, donc c'est un peu c'est un peu long, surtout cette histoire de la famille qui est forcément émaillée de pas mal d'événements pas très gais. Il y a, le père est envoyé travailler je sais pas, à l'autre bout pas du pays, mais enfin quand même relativement loin, et alors que sa femme est agonisante, et le parti décide de pas lui dire qu'elle est morte, juste lui dire ouais, elle va pas trop bien, reviens, voilà. Enfin, il y a un certain nombre de choses comme ça, les enfants qui du coup sont envoyés à l'orphelinat parce que leur père il faut qu'il retourne travailler, donc il peut pas rester pour s'en occuper, et c'est évidemment assez lourd. Ensuite il y a la révolution culturelle, donc on imagine bien aussi avec le père qui est accusé d'être un mauvais citoyen. Donc c'est assez lourd au niveau des témoignages, et en même temps il y a cette espèce de recul du père et du grand-père qui racontent ça avec beaucoup de recul. Ça s'est passé il y a longtemps, et qui finalement parfois une espèce de forme de presque de légèreté sur certaines choses. Ben oui, c'était comme ça, pour eux c'est tellement normal qu'ils n'ont pas forcément ce côté mélodramatique. Mais alors toute l'animation va venir donner une sorte de contrepoint comme ça assez allégorique, parce que donc le titre c'est Silverbird and Rainbow Fish. Donc Silverbird, c'est justement le personnage de la mère qui apparaît comme ça. Il y a toute une allégorie avec les oiseaux. Évidemment, les oiseaux, on les met dans des cages, et puis quand ils arrivent à s'échapper des cages, ils s'envolent. Enfin, vous imaginez bien le genre de choses que ça peut donner. Et ça lui permet de venir tout le temps, en permanence, commenter ces témoignages.
ces témoignages du père et du grand-père, et d'apporter une forme de poésie. Alors il y a juste une séquence que j'avais envie de raconter qui est hyper parlante, c'est justement au moment de la révolution culturelle, c'est qu'on voit à l'écran plein de têtes donc de plasticine, de sorte de pâte à modeler, différentes têtes de différents personnages, donc toutes différentes, et tout à coup il y a des mains qui rentrent dans le champ et qui prennent ces têtes et qui les écrasent et qui les malaxent pour ne plus former qu'une seule boule de tête. Voilà, on voit une boule de tête écrasée. Donc c'est assez parlant par rapport à ce qui s'est passé pendant la révolution culturelle. Donc je vous le disais, moi j'ai trouvé le film vraiment long, donc c'est-à-dire qu'au bout d'un moment ça commence à être un peu pesant, mais on comprend aussi que pour Lei Lei c'est pas juste un film, c'est une manière de raconter quelque chose qui le concerne lui, sa famille, donc c'est hyper intime, hyper personnel, et en même temps c'est l'histoire et le vécu sans doute de millions de familles chinoises, donc par rapport à ça je pense que cette durée il en avait besoin pour lui, et voilà, c'est vraiment un film assez surprenant. Ce qui est intéressant, et on reviendra là-dessus, c'est en effet, on a souvent vu donc la Chine comme ce gros marché uniquement, et de voir là, il y a d'autres films indépendants et de plus en plus de longs métrages indépendants chinois qui vont vers autre chose que la énième version du Roi des Singes ou de la mythologie ou des choses comme ça. Et donc, c'est assez passionnant. Et donc, je savais pas que Lei Lei avait fait de nouveau un long, mais donc on va attendre ça avec impatience, en tout cas. Est-ce que c'est le genre de film qu'on pourrait retrouver en contre-champ à Annecy ? Ça pourrait tout à fait être le genre de film que vous retrouvez à contre-champ à Annecy. Voilà. Après, on ne donne pas de conseils ni rien aux sélectionneurs. Mais... et sinon, Lei Lei est souvent à Zagreb, donc pourquoi pas aussi, parce qu'il y a une forte relation entre la Chine, évidemment, par rapport à tout le côté Est, enfin voilà, la Chine, Zagreb, donc on peut espérer au moins peut-être dans l'un des deux, et avec un peu de chance dans les deux. Deuxième film, alors là, c'est une réalisatrice que nos auditeurs connaissent bien, puisque nous l'avons reçue à l'occasion de son dernier film, qui était L'extraordinaire voyage de Marona. En effet, la prolixe Anka Damian est de retour déjà avec un nouveau long métrage qui est fini depuis un moment, parce que c'est pas la première fois qu'elle le montre, il a déjà été montré en Asie à l'automne si je me souviens bien. Donc le film s'appelle The Island et c'est une comédie musicale qu'elle a coécrit avec Augusto Zanovello. C'est inspiré d'une pièce de théâtre, The Island, du poète roumain Gelu Naum. C'est un écrivain surréaliste roumain. Et cette pièce avait déjà été adaptée en pièce musicale, donc par Alexander Balanescu et Adam Ilea, qui logiquement signent la musique du film. Donc c'est une réinterprétation très très personnelle de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, dans ce film, est devenu un médecin qui a choisi tout à fait volontairement de vivre isolé sur une île, mais malheureusement pour lui c'est une île qui est très fréquentée, donc il est tout le temps dérangé, et notamment il rencontre Vendredi qui se trouve être le seul rescapé d'une embarcation de réfugiés qui a chaviré sous ses yeux, et voilà, seul Vendredi a été sauvé. Alors je vais pas me lancer dans l'explication du récit du film parce que c'est vraiment extraordinairement foisonnant, c'est complexe, c'est presque plus une déambulation onirique que vraiment un film avec un fil directeur et une intrigue et des rebondissements, donc c'est assez passionnant, parce que comme toujours, moi je suis vraiment admirative du travail d'Anka Damian qui arrive comme ça à nous emporter dans des univers vraiment aussi oniriques. Elle nous fait apparaître des multitudes de réels, des idées, des concepts, ça part dans tous les sens. C'est comme une succession de moments hyper forts. Donc évidemment autant de sensations et d'émotions. Et en même temps, toute cette frénésie d'émotions et d'images nous amène des thématiques assez brûlantes, comme évidemment l'incapacité à sauver, même à accueillir les réfugiés, l'exploitation de l'homme par l'homme, le rapport ambivalent et destructeur avec la nature, mais aussi des thèmes plus intimes comme la solitude, l'impuissance à agir ou simplement à se connecter avec l'autre. Voilà, c'est une fresque puissante et singulière, c'est très foisonnant. C'est quand même assez différent de Marona, qui avait pour le coup un fil directeur assez classique et qui racontait une histoire plutôt simple à suivre. C'était l'histoire de cette petite chienne qui allait de famille en famille. Là, c'est quand même un cran au-dessus dans l'exigence, on va dire. Mais franchement, voilà, c'est encore un film qu'on espère voir. Il y a une date de sortie, bientôt. Oui, tu sais, ou non? Alors pour le moment, non. C'est annoncé toujours prochainement. Je ne sais pas si on a une chance ou pas de voir le film à Annecy. L'avenir nous le dira. Mais en tout cas... c'est vraiment un film à voir. Et alors je vais terminer avec mon chouchou de Rotterdam,
Alors là, je vous parlais d'exigence, on est quand même un peu un cran au-dessus en termes d'exigence, puisque c'est Unsparing the Sun de Rainer Kohlberger. Donc Rainer Kohlberger, c'est cette sorte de chef de file de l'animation expérimentale autrichienne, que nous adorons ici à Bulle de Rêve, surtout Nicolas et moi. Il a fait des films comme It Has to Be Lived Once and Dreamed Twice, ou There Must Be Some Kind of Way Out of Here. Pardon pour l'accent. Et donc là, il revient avec un film de 60 minutes. Donc, il était dans la section court-métrage, mais voilà, on flirte quand même avec le long. Et alors, c'est absolument incroyable. Comme l'indique son titre, en gros, il nous propose de regarder en face à face le soleil pendant 1 heure. Donc, rien que ça, déjà, c'est assez... voilà, oui, c'est tout à fait ça. Je vois le regard un peu inquiet de Yacine. Et ben, c'est sûr que c'est un voyage initiatique sur les territoires énigmatiques de la lumière, de la couleur et du mouvement. Donc, vous imaginez effectivement une sorte de pauvre petit caillou qui serait à côté du soleil et qui est bombardé par la lumière du soleil. C'est un truc assez incroyable. C'est très difficile à décrire parce que je pense que c'est une expérience hyper personnelle. Je pense que voilà, chacun va le vivre de manière différente, déjà parce que son cerveau va interpréter les choses différemment, qu'il y a des sortes d'images mentales qui finissent par se créer, qui sont différentes pour tout le monde. J'ai oublié de dire que la bande-son, en tout cas tout au début, c'est une sorte de succession de pulsations assez aiguës comme ça, de presque des bips qui se succèdent. Enfin, il y a un truc très très austère dans la musique qui accompagne. Et voilà, des pulsations stroboscopiques, on voit des formes géométriques un peu kaléidoscopiques. À un moment, alors moi j'avais ce sentiment-là qu'il y avait un tunnel qui est en train de m'aspirer, puis après tout à coup qui me rejetait. Enfin, vous imaginez tous ces effets visuels sur des effets de lumière et de couleur, évidemment totalement abstraits. Et c'est des sensations visuelles, mais au bout d'un moment, c'est des sensations physiques, c'est-à-dire qu'on ressent les choses de l'intérieur, qui a presque de manière malaisante par moment, parce que ça peut être un peu... Ça peut être un peu déconcertant de se retrouver là-dedans. J'avoue que je me suis demandé si c'était dangereux pour la santé de regarder trop longtemps le film. Et la prochaine fois que vous rencontrez Marie-Pauline, vous allez compte pourquoi elle a changé. Et on se demandait aussi, en effet, on vient de comprendre, c'est ce film qui l'a complètement modifié. Voilà, donc pareil, c'est un film évidemment à voir sur grand écran, ce qui n'a pas été malheureusement pas ma chance. Et là, c'est là où je rejoins Alexis, c'est qu'un film comme ça, évidemment, je n'ose pas imaginer ce que c'est quand on le voit dans la salle de cinéma, ça doit être encore tellement mieux. Mais c'est superbe, et puis évidemment, c'est le genre de film où on finit par se demander vraiment quelle est la part de film, et puis quelle est la part de ce qu'on nous on y met, parce que là, clairement, on est vraiment sur ce territoire-là. Voilà, en espérant évidemment qu'on puisse retrouver en contre-champ aussi. Rainer Kohlberger. Ouais, ça sera peut-être plus compliqué là en contre-champ et à mon avis, mais en tout cas voilà, spéciale, ça serait assez exceptionnel. Après, vu qu'il est considéré comme un court-métrage, il peut être en sélection. Comment s'appelle la section labo d'Annecy, en section off limits. 60 minutes, ça fait quasiment le programme en lui-même. Ouais, j'ai du mal, mais bon. Justement, s'il est considéré comme court-métrage à Rotterdam, mais en France, parce que s'il dépasse les 60 minutes en France, c'est un long-métrage. Mais il ne les dépasse pas. Donc c'est voilà, donc c'est 59 minutes. S'il fait 60, c'est un long. Voilà. A priori, c'est jusqu'à 59 minutes. 59 secondes. 60, c'est un long. Ouais, 60, c'est un long. Je regarderai la durée exacte, je vous dirai. Déjà, on va voir s'il y a le Koji Yamamura, on va voir certains trucs qui vont déjà... Annecy changerait complètement s'il y avait que des longs métrages expérimentaux. Ça serait intéressant, mais voilà. C'est bon, super, merci. Moi, je voulais juste vous dire, et c'est pas une news, c'est juste que tout le monde en a parlé. Moi, j'ai vu ça très tard après. Donc, il y a un film... Moi, j'ai pas vu, mais évidemment qui est attendu, qui s'appelle Flea, et voilà, qui marche plutôt bien. Et c'est assez rigolo parce que tout le monde dit, c'est assez exceptionnel. Il était nommé aux Oscars pour meilleur film d'animation, meilleur documentaire et meilleur film étranger. Et moi, je trouve que ça pose plutôt la question de où est-ce qu'on met l'animation à un moment donné, où est-ce qu'on met les documentaires, et où est-ce qu'on met une espèce de joyau fourre-tout. Finalement, un film peut être nominé dans 3 styles et que l'animation ou c'est une technique et donc dans ce cas-là on n'a pas de prix pour nous, ou en tout cas il faut réfléchir et qu'est-ce qu'un documentaire, etc. Et je trouve que ça complexifie plutôt les choses et que plutôt que juste de dire on est trop content, le film est sûrement très bien, j'ai pas vu, je ne parlerai pas du film, plutôt que de dire juste on est content que ce film soit dans 3, plutôt de dire est-ce que c'est pas... Voilà, est-ce qu'on doit pas rechanger les cartes et remodifier un petit peu les cartes par rapport à ça. Il faut rappeler aussi que le Neighbours de McLaren a été oscarisé en Oscar du meilleur documentaire. Sauf que à l'époque, dans les années 50, et non pas la film d'animation. Complètement. Sauf qu'à l'époque, l'Oscar qui n'existait, l'Oscar de l'animation n'existait pas. C'était l'Oscar du dessin animé. Donc ça veut dire qu'il n'aurait pas pu avoir de toute façon cet Oscar-là. Et qu'en effet, on est d'accord, c'est la grande. Et encore une fois, la grande, c'est
discussion, c'est à partir de quel moment les images deviennent documentaires, pas documentaires. Et il est évident que à l'époque, ça pouvait être. Aujourd'hui, Voisin ne serait jamais, et qu'aujourd'hui, peut-être des choses sont documentaires qui, dans 100 ans, ne seront plus documentaires. Mais c'est juste, non, là, c'est vraiment par rapport à un film, et c'est toujours cette espèce de dénomination qui fait que, enfin voilà, on va bien voir qui va gagner, mais au César. Mais enfin voilà, c'est très étrange d'avoir. J'ai pas vu même Les Souris ne vont pas au paradis, qui est peut-être un très joli film, mais c'est vrai que c'est étrange de voir ce film-là avec La Traversée, avec Le Sommet des Dieux, et voilà, alors que peut-être que La Traversée était mieux même en premier film, même ça peut nous surprendre, enfin, etc. Donc il y a toute une réflexion, à mon avis, toujours à mener, en tout cas, par rapport à ça. Mais on va écouter de la musique, et ça tombe bien parce que c'est en rapport avec les news. Donc c'est parfait. Complètement en rapport avec les news, parce que j'ai pas pu résister à l'envie de vous faire écouter un titre d'Alexander Balanescu et Adam Ilea, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc Alexander Balanescu, c'est un violoniste qui avait fondé le Quatuor Balanescu en 87. Et en 2014, il s'est associé avec la chanteuse et guitariste roumaine Ada Milea pour revisiter donc la fameuse pièce The Island dont je vous ai parlé tout à l'heure, de l'écrivain surréaliste roumain Gelu Naum. Donc on boucle la boucle puisque nous allons écouter cette chanson qui s'appelle Diary, qui est le premier morceau de la pièce musicale et aussi du film d'Anka Damian. Et j'espère que c'est bien la numéro 3. Diary, c'est ça. Merci Nicolas de me rassurer. On écoute ça et on revient après, donc avec Yacine. À tout de suite. Et voilà, Bulle de rêve. Comme d'habitude, on parle tout le temps, et donc on n'a pas le temps d'écouter les choses. Il faudra écouter, on réécoutera le morceau en tout cas, et puis j'espère qu'on verra le film bientôt. Marie-Pauline, je te laisse la parole, c'est toi qui as préparé. Évidemment, Nicolas et moi, on s'insérera et on posera des questions, mais on te laisse commencer avec Yacine donc. Oui, donc nous revenons à Yacine. Pour ceux qui ont raté la première heure, nous sommes donc avec Yacine Badé, qui est scénariste. Depuis quand es-tu scénariste, Yacine, à peu près ? J'ai fini mes études de cinéma à Paris 8 en 2006 et j'ai eu la chance très très vite de rencontrer un réalisateur. En fait, j'avais écrit un long métrage, ce qui était assez rare à l'époque. J'avais écrit un scénario de long métrage dans le cadre de mes études à la fac. Il y avait une possibilité de faire ça, mais c'était sur dérogation, donc ça se faisait assez peu. Comme j'avais déjà gagné quelques petits concours, etc., j'ai pu avoir cette dérogation. J'ai écrit ce long métrage. J'ai eu ma maîtrise à l'époque, je suis vieux. J'ai eu ma maîtrise en 2006 et j'ai rencontré un réalisateur qui s'appelle Alexandre Hiller, qui cherchait un co-scénariste, voilà, qui voulait rencontrer des scénaristes. Et donc on a commencé à travailler ensemble. Donc j'ai eu entre guillemets la chance de professionnellement travailler assez vite, puisque le court-métrage d'Alexandre qui s'appelle Hors Saison a été fait en 2007. Il est passé sur France 3 et un peu en festival vers 2008. Donc voilà. Donc ça fait 15 ans. Une petite quinzaine, voilà. Une bonne quinzaine d'années, on va dire. Voilà, c'était hier. Et comment ça t'est venu ? Est-ce que quand tu as commencé tes études de cinéma, c'était tout de suite dans cette optique de devenir scénariste, ou est-ce que c'était juste, tu aimais le cinéma et t'attendais un peu de voir ce qui allait se passer ? Passé mon début de grande carrière romanesque entre 12 et 12 ans et demi, en fait j'ai rencontré un ami, voilà, on était ensemble au collège, avec qui j'ai commencé à faire des BD. Et donc j'écrivais et il dessinait, donc il se tapait tout le boulot. Ensuite j'ai commencé à faire des petites pièces de théâtre, toujours dans un cadre parascolaire, on va dire, entre guillemets. Et donc il y avait cette idée d'écrire dès le début, mais surtout une écriture tournée vers le réel et tournée vers la collaboration. C'est-à-dire d'écrire entre guillemets pour des copains ou avec des copains, dans une idée presque soit de troupe, ou en tout cas de dialogue artistique, même si je le formulais pas comme ça. Et donc, quand j'ai voulu faire du cinéma à partir de 17-18 ans, il y avait quand même cette idée, malgré tout, enfin, c'est malgré tout toujours, c'était l'écriture la constante. L'écriture et une forme d'écriture qui, dans tous les cas, était scénarisante, entre guillemets, par exemple pour l'écriture de petites pièces de théâtre. Donc finalement assez vite l'idée, ça a été de faire du scénario, et si j'ai eu l'occasion de faire cette fameuse maîtrise sur dérogation, c'est parce que j'avais déjà gagné des petits concours, notamment avec à l'époque pareil, pour les gens qui étaient là au XXe siècle, au début du XXIe, les lutins du court-métrage, qui étaient les Césars du court-métrage, entre guillemets, qui existaient, je sais pas, que ça s'est arrêté vers 2007-2008, et ils avaient fait un partenariat avec Gaumont, pour un concours de scénario. J'avais fait partie des 15 finalistes. J'avais fait le marathon du court-métrage à La Ciotat aussi. Donc en soi, c'est un peu anodin, mais c'est ces éléments-là qui ont fait la différence quand j'ai présenté ma demande de dérogation pour écrire un long-métrage.
C'est ces éléments-là qui ont montré que j'avais déjà une sorte de sérieux et de motivation dans le scénario, et que je voulais pas juste écrire un scénario parce que c'était plus simple que de faire un mémoire ou plus simple que de faire un court-métrage, enfin voilà. Et donc c'est ce qui m'a permis assez naturellement de pouvoir développer ce projet-là. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais, quelles sont les qualités pour être un bon scénariste ? Waouh. Je les cherche encore. Je pense qu'il faut avoir à la fois... c'est très 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 complexe, parce qu'il faut à la fois avoir une haute idée de l'importance de cette étape-là, et une sorte d'humilité permanente aussi. Faut avoir un rapport assez précis et assez technique à certains égards à l'écriture même, puisque c'est une écriture qui est tournée vers le réel, c'est une écriture qui a une finalité technique, et en même temps il faut se laisser la place à l'inattendu. Il faut être constamment tourné vers l'incarnation, tourné vers l'autre. Il faut être sûr de ce qu'on veut communiquer, et en même temps toujours prêt à accepter les 5, 10, 20, 30, 40% du réel qui vont venir changer la donne. Et le réel, c'est aussi l'altérité, c'est le rapport à l'autre. Donc c'est très compliqué, parce que je pense qu'il y a une donnée presque littéraire dans le scénario, puisqu'il s'agit quand même de communiquer des émotions et des sensations, et de donner à rêver un film qui n'existe pas encore. Et donc il s'agit de convaincre des gens et de les séduire et de les emporter. Donc il faut avoir un tempérament, je pense, littéraire, et en même temps c'est une écriture qui... Je déteste le mot transitoire parce que ça tend à rabaisser tout ce qu'on fait. Je dirais que c'est une écriture qui est fondatrice, puisqu'elle est à la base de quelque chose, mais elle n'est pas à la fin de quelque chose. Donc il faut aussi être conscient de cet aspect à la fois extrêmement ancré, extrêmement nourri, mais dont le but est d'être inachevé, paradoxalement. Alors, voilà. Donc voilà, faut naviguer entre tout ça. Ça, à la fois, c'est une sorte de valse. Faut savoir rester entre guillemets à sa place. Faut en même temps pouvoir emmener les gens, les guider à certains moments quand ils en ont besoin. Et faut naviguer entre différents extrêmes et différents pôles d'une écriture qui est très protéiforme. Alors, moi j'ai une question, c'est assez compliqué. En tout cas, il y a une alchimie particulière. Tu parlais de dialogue. Comment on travaille ? C'est quelque chose. Autant un producteur, productrice est réel, il y a quelque chose... Bon, il peut y avoir un côté créatif, évidemment, chez le prod, mais il y a quelque chose d'un peu plus défini. C'est quoi le dialogue ? Par exemple, Julien David, on parlait pour l'animation. Julien David et Chloé Maslow, on est sur deux cinémas complètement différents. Chloé Maslow est plus proche de ses histoires, elle a le côté réaliste. Julien David, c'est plutôt le côté assez drôle, assez humoristique. Alors, j'ai vu que Julien David participait pas forcément au scénario, en tout cas pas tout le temps. Comment ça se passe, les dialogues, déjà au moins avec ces deux personnalités-là, et après, évidemment, tu peux... déboucher sur d'autres personnalités, mais comment tu parles, on parle ensemble. Alors je pense que chaque scénariste a sa manière de concevoir le métier. Moi j'ai l'impression que ce qui me touche et ce que je recherche, c'est que quelqu'un vienne avec une sorte de petite étincelle de sincérité vers moi. Quelque chose. Non mais ça, il y a la première étincelle pour moi souvent. Pour Julien David, c'est encore autre chose, parce que voilà, c'est le Chicken of the Dead était initié par le producteur, mais malgré tout, donc pour parler en tout cas du rapport au réalisateur ou à la réalisatrice, il y a une sincérité avec laquelle le réalisateur, la réalisatrice vient, et ça peut être fragile, ça peut être le début d'un petit feu, et me le tend, et il faut que je sente dans cette sincérité quelque chose qui fait écho à ma sensibilité, forcément, et que je puisse aider à nourrir ce feu de plein de choses, des choses, qui peuvent venir de moi directement ou pas, mais il s'agit de nourrir ce feu pour en faire le projet de film abouti qui va permettre d'emporter l'adhésion. Donc en fait, le dialogue, il se joue, moi, moins que l'histoire en tant que telle. Ce qui m'intéresse, c'est les problématiques de personnages, les thématiques, ce qu'émotionnellement ça peut me raconter, en quoi ça fait écho à des problématiques qui habitent ma petite carcasse aussi, et le type d'image que ça va pouvoir donner. Et en fait, j'ai tendance à penser que l'histoire, c'est le conduit qui articule le rapport entre le sens profond qu'on est en train de chercher, enfin en tout cas les envies de thèmes, etc., et les images qu'on va pouvoir donner à voir au spectateur tout à la fin, ou en tout cas qu'on peut projeter sur le papier. Et l'histoire va être le moyen d'articuler ces deux choses. Donc si je sens pas cette sincérité très forte chez mon interlocuteur ou interlocutrice, je vais peut-être pas forcément avoir envie de m'embarquer. C'est quoi ça, pardon, cette sincérité ? Parce que
pas évident, la sincérité à avoir, c'est dans les yeux. À un moment, tu vois ça, Non, c'est dans un c'est- mot qu'ils vont te dire. Comment ça se passe? Par exemple, avec Chloé, quand j'ai rencontré Chloé via Jean-Christophe Soulageon, qui était son premier producteur pour les courts-métrages, elle voulait adapter Boris Vian. Moi, j'avais fait un documentaire sur Boris Vian. Et donc, Jean-Christophe m'a dit, rencontrez-vous, ça va être super. Bon, ça a été super. Mais voilà, moi, donc, Chloé sortait, je pense, de films très, très personnels, qu'elle avait en plus écrit avec Sébastien. Enfin, Sébastien était Lodenbach. Ouais. Avait collaboré à Vous l'avez dit, en tout l'écriture. cas, ouais. Mais j'étais pas là, mais de mémoire, c'était Chloé qui écrivait plus. Et elle avait envie, je pense, de travailler avec quelqu'un d'autre, et Jean-Christophe aussi. Et quand elle est venue avec l'idée de Contes de Fées, d'après Boris Vian, moi, il y a une idée que j'ai trouvée super, mais vraiment, et voilà, et c'est ça qui m'a aussi embarqué, c'est le sucre égale le goût de la vie. Voilà. Et ça, c'était pas expliqué comme ça dans le bouquin de Vian. Et très concrètement, par exemple, pour Contes de Fées, je me rappelle très très bien, on s'était rencontrés c'est les Folies, je crois, à Belleville. Et bref, et donc c'est Contes de Fées à l'usage des moyennes personnes, c'est le premier bouquin de Boris Vian qui a été un peu écrit, pas en cadavre exquis, mais un peu en écriture automatique, c'est-à-dire qu'il écrivait 2-3 pages pour sa femme Michel qui avait un problème assez grave à la thyroïde, et il lui lisait. Voilà. Et quand on lit le bouquin, c'est un bouquin extrêmement décousu. Mais ça fait partie du jeu narratif avec entre guillemets avec le lecteur, etc. Et je sais que quand on a parlé d'écrire ensemble cette adaptation de Contes de Fées, moi je lui ai dit, je vois 2 possibilités, mais de mon point de vue, soit on assume le côté cadavre exquis et on fait une sorte on réfléchit à quelque chose d'assez jubilatoire sur le foisonnement narratif ou autre, et on assume ce côté un peu marabout bout de ficelle dans l'écriture, soit au contraire, on va vers quelque chose d'émotionnellement plus défini, et comme j'avais adoré L'amour m'anime, j'ai dit voilà, ça pourrait être intéressant de réfléchir à une histoire de chagrin d'amour et tout ça. Et il y a eu quelque chose dans l'œil de Chloé, entre guillemets, enfin je pense qu'il faisait écho, il y avait quelque chose qui moi me plaisait dans le chagrin d'amour à cette époque-là, et donc on s'est retrouvés autour de ce truc-là. Voilà, on s'est retrouvés autour de ce truc-là, et c'est ce qui a fait c'est ce qui a donné un sens au chemin du personnage, qui était beaucoup plus décousu dans le roman. Donc par exemple, voilà, là, Ce genre de choses, on trouve quelque chose, on trouve un dénominateur commun qui permet de se rejoindre et d'explorer des thèmes qui nous tiennent chacun à cœur. Marie-Pauline? Ce que je comprends, c'est plus une rencontre avec une personne qu'avec une histoire ou un sujet, finalement. C'est quand même plus là que ça se joue d'abord, la personne avec laquelle tu vas travailler, et après, quand même, l'histoire. Ouais, largement. Déjà, on passe beaucoup de temps à boire des cafés, à s'appeler, à râler. Très honnêtement, il y a aussi un peu un rapport de cohabitation, très très honnêtement. Donc, de manière très superficielle, ça joue énormément. Et de manière plus profonde, la finalité. Enfin, on n'écrit pas encore une fois une mise en scène, mais on écrit des images, où on écrit un scénario qui va amener des images et qui va amener une mise en scène. Et si j'ai envie de faire beaucoup de cinéma, c'est parce que la mise en scène me paraît être essentielle. Donc, sentir qu'il y a quelqu'un derrière le projet qui ne fait pas simplement le film de plus, ou qui fait un film pour faire un film, ou tiens, j'ai lu un super article dans Libé, ça peut être un sujet. Enfin, voilà, moi j'ai plutôt envie d'aller vers des gens, et c'est ce que j'ai eu la chance de faire jusqu'ici, qui ont une véritable sincérité, et qui réussissent déjà. À la limite, je suis là, entre guillemets, la première personne qui réussisse à embarquer. Et le but en écrivant à 2, c'est qu'ensuite on puisse embarquer de plus en plus de gens. Donc oui, dans l'aspect humain de cette collaboration est super importante. Sinon, effectivement, je pense que j'irais plus vers la télévision, où justement là, il s'agit d'écrire des histoires. Même si ça peut être super, il y a un foisonnement narratif, etc. Mais il y a moins le fait de cheminer ensemble. Dans un territoire encore indéfini, mais qui va se préciser au fur et à mesure. Et du coup, tu disais aussi tout à l'heure qu'il fallait que ça résonne avec des trucs qui, toi, te parlaient. Tu peux te refuser de travailler sur un projet qui serait trop loin, justement, de ces préoccupations sur lesquelles... C'est pourquoi? C'est parce que ça t'intéresse pas, ou parce que tu te sens pas... à la hauteur, c'est un peu fort, mais tu te sens pas de parler de certaines choses qui sont trop loin de toi? Non, après c'est très très dur à définir, parce que je pense que c'est un peu, en fait, je m'en suis rendu compte récemment, je pense que c'est un peu comme un acteur, en fait, qui a envie d'incarner des choses qui, d'un certain côté, lui parlent un peu confusément ou même inconsciemment. Il n'y a pas de règles, j'ai pas du tout de règles, mais c'est vrai que quand on me propose un projet, etc., il faut que je sente qu'il y a quelque chose qui me travaille, voilà, donc c'est pas forcément... Ce qui est sûr, c'est que si il y a absolument rien qui m'éveille dans le projet,
quel que soit son stade d'avancement, je vais servir à peaufiner la structure. Enfin, on rentre dans un aspect presque mécanique de l'écriture et voilà, moi j'ai envie de réfléchir à des personnages dont je sens que les émotions peuvent être des émotions qui moi me touchent ou que je vais pouvoir rendre crédibles, parce que c'est aussi le but. On est censé faire des imitations à peu près crédibles des émotions vécues par des personnages complètement fictifs. Donc pour aller à l'intérieur de ces problématiques-là, il faut pouvoir s'y retrouver, ce qui signifie pas qu'on fait que de l'autobiographie cachée, mais il faut sentir quelque chose qui va pouvoir incarner ces personnages. Ouais. Est-ce que c'est intéressant parce que au tout début, donc Monica Vitti dit on n'est pas comme dans les films d'Antonioni tout le temps, et que moi je suis drôle et que c'est pour ça que d'un seul coup j'ai fait des films drôles, je faisais rire. Et c'est vrai que si on prend encore une fois les films Chicken of the Dead par exemple, juste encore une fois pour revenir, c'est pas que les autres sont pas intéressants, mais sur l'animation et bien sûr le cinéma de Chloé Maslow, c'est peut-être ça qui est intéressant aussi. Des fois les réalisateurs, les réalisatrices vont rester un petit peu bloqués, même s'ils veulent pas, dans un style de cinéma, et que finalement, scénariste, dans ce que je t'entends, c'est que tu peux faire d'un seul coup jouer la complexité que tu es dans différents, à travers différents finalement réalisateurs, réalisatrices, projets. Ah, ça c'est un vrai luxe, et en fait justement c'est dans des choses très très différentes de se dire quelle partie de moi va pouvoir s'amuser aussi dans cet univers-là. J'ai grandi, je pense comme beaucoup de gens, devant South Park, les Simpsons ou autres. Donc quand Florent Guimberteau, qui est le producteur de Melting Prod, m'a contacté via Julien David pour Chicken of the Dead, j'ai été très heureux. Après, même sur Chicken of the Dead, je sais que moi ce que j'ai beaucoup aimé écrire dans Chicken of the Dead, c'est que c'est l'absence totale de remise. Enfin, j'ai un rapport, voilà, en tant que scénariste, on est tous névrosés, etc. On peut tous avoir des rapports à la culpabilité, etc. Et moi, ce qui m'intéressait avec Chicken of the Dead, c'était l'absence totale de remise en question du personnage. Et en fait, voilà, pour ceux qui ont vu le film, il doit pleurer à la fin, et il finit par pleurer uniquement dans une démarche d'auto-apitoiement. Mais c'était ultra intéressant d'être dans un personnage qui, poussé dans ses retranchements, peut être tout simplement incapable d'ouvrir la porte même une seconde de ses remords. Et c'est un levier comique, et ça me paraissait intéressant. Et voilà, donc pour Senior 3000, qui est le nouveau film de Julien, sur une... Il faut utiliser un petit peu donc sur... Oui, Senior 3000, c'est donc l'histoire d'une pré-retraitée qui a la chance de fusionner avec une imprimante en état d'obsolescence et qui va devenir une super Marlène 3000, qui va révolutionner le monde du travail. Et ce qui me plaisait dans la logique de Marlène, quand je suis arrivé sur le projet, on était plusieurs sur l'écriture, on s'est relayé, je suis parti à des moments, je suis revenu à la fin, etc. C'était quelqu'un qui finalement est dans une logique de servitude et qui, au moment où elle chope ce pouvoir, a qu'une seule envie, c'est continuer à être dans cette servitude au niveau plus pour continuer à être aimé, en fait, et pour continuer à être respecté ou aimé par son boss Bertrand. Et donc c'est cette logique presque de codépendance affective, ça me paraissait super intéressant. Et finalement elle va vers une sorte de rébellion. Donc même dans des choses très outrancières comme ça, c'est des mécaniques. Il y a une sorte d'intégrité psychologique, quelque chose qui, moi, me touche, par exemple, chez ces personnages-là. Et après, ça passe au filtre de quelque chose de très outrancier, de très satirique. Mais il faut sentir la logique presque, entre guillemets, interne du personnage. Et justement, et pouvoir s'y projeter, pour pouvoir la partager pour que ça puisse fonctionner. Tu disais aussi tout à l'heure, c'était ce qui m'a un peu interpellée, c'est que en fait toi quand tu écris, tu es déjà dans la projection en fait. Tu es pas en train d'écrire. C'est la différence entre le fait d'écrire un scénario et un roman. C'est que toi ce que tu écris, tu sais déjà que derrière ça va être mis en scène, que ça va exister de manière, tu disais proche du réel, c'est-à-dire que ça. C'est ce que tu voulais dire, ça c'était proche, ça allait devenir concret en fait derrière. Ça reste pas des mots. Voilà, mais en même temps, c'est ça qui est qui a double tranchant, c'est que malgré tout, on écrit vraiment, c'est une écriture qui est tournée vers l'autre. On écrit déjà pour le réalisateur ou la réalisatrice, mais vraiment, on reçoit, moi on reçoit le scénario, où on discute, on reçoit peut-être le premier travail ou la première ébauche de la scène en question ou du segment en question, donc on entend la voix du réalisateur ou de la réalisatrice. C'est comme un échange épistolaire en fait, et quand on lui répond, quand on réécrit, c'est presque comme si on répondait à sa lettre. Donc voilà, il y a quelque chose de vraiment tourné vers l'autre que moi je trouve assez beau. Quand ça se passe vraiment bien, c'est extrêmement enrichissant, et effectivement, et puis malgré tout, on écrit
faut être très honnête, on écrit aussi pour plaire, enfin, pas pour plaire aux commissions, mais on écrit malgré tout en sachant qu'on va passer entre les mains des lecteurs, et donc on écrit aussi en anticipant, on est dans une démarche de séduction aussi. Donc c'est à prendre en compte. Ces mots-là doivent servir à donner lieu à un film. Donc il faut créer, encore une fois, faut laisser entrevoir la beauté du film, faut réussir à emporter l'adhésion, et ça se traduit par le scénario et par la manière dont on plonge le lecteur dans le monde du film pendant 100 pages. Et puis après, ça c'est aussi un travail avec le réalisateur et la réalisatrice, c'est ce qu'on appelle les notes d'intention, les notes de réalisation, où on est un peu en retrait, mais on représente aussi le monde extérieur pour le réalisateur ou la réalisatrice, et donc la manière dont sont verbalisées des options de réalisation, la manière dont sont clarifiés des partis pris de scénario ou de mise en scène, on a ce rôle-là. Donc malgré tout, voilà, et ça c'est des documents qui sont aussi super importants parce qu'ils poussent le réalisateur ou la réalisatrice à vraiment choisir son endroit et le défendre au mieux. Et donc voilà, quand on est co-scénariste, on a aussi ce rôle-là, ce regard-là. On aide à retravailler ces documents-là qui aident à lire le scénario et donc le pseudo-film, enfin le futur film, dans les meilleures conditions. Par exemple, pour le film de Chloé. Donc Sous le ciel d'Alice. Sous le ciel d'Alice, Chloé Maslow. Bonjour Chloé. Pour le film de Chloé, on a par exemple retravaillé la note d'intention en fin d'écriture parce qu'il y avait par exemple certaines attentes ou certaines remarques de commission sur ah là là, la guerre n'est pas vraiment montrée, ou ah là là, on voit pas beaucoup la guerre du Liban. Et donc c'est vrai qu'on a redéfini quelque chose qui était dans la note d'intention, c'est qu'on a beaucoup mieux assumé et clarifié le fait que c'était pas un film sur la guerre, mais un film sur la fin du monde d'avant la guerre. Et donc rien que ça repositionne le lecteur quand il lit. Voilà, et donc ça c'est super important d'avoir ce rôle-là aussi. Et donc quand on est scénariste, on est à la fois co-scénariste, surtout on est à la fois complètement dans les tranchées avec le réalisateur, et en même temps on représente aussi le monde réel à certains moments, en disant voilà comment ça va être perçu, comment on peut clarifier certaines choses, comment on assume au mieux un parti pris. Et voilà, et donc on a un côté vraiment dans une sorte de sincérité et quelque chose d'un tout petit peu plus distant. Et c'est le but aussi pour permettre au réalisateur ou à la réalisatrice d'être de rester dans sa sincérité entre guillemets. Alors on reviendra tout à l'heure sur la pardon Alexis, on reviendra tout à l'heure sur la question des commissions et tout ça, et de cette idée de comment il faut écrire un scénario. Mais moi j'avais envie de rebondir sur la question quand même visuelle, parce que quand tu écris un film, et alors où est l'image en fait dans ce que tu écris, et là où est l'image, où est la mise en scène, et là peut-être tu peux nous parler en fait, comme tu as travaillé à la fois pour la prise de vue continue et pour l'animation, de comment s'articulent les deux. Et après on fait une pause musicale, c'est ça Alexis ? Super. C'est une question très très vaste. Non, c'est très, ça peut être très vaste. C'est vrai que il y a plusieurs choses. Alors il y a des outils de scénariste qu'on a tous, mais c'est-à-dire que le rythme des phrases permet d'induire un découpage. La manière dont on termine la description d'une scène permet de laisser entendre que ça va être une coupe, j'appelle ça une coupe noire ou une coupe blanche. C'est-à-dire que si on termine sur il claque la porte, c'est un cut extrêmement défini. Si on termine par elle recommence à tricoter, ça donne une impression d'une scène qui peut se continuer. Donc il y a plein de choses comme ça. Et en fait, on trouve des éléments qui permettent au lecteur de projeter une mise en scène, mais il est aussi entendu que cette mise en scène est aussi elle peut donner le ton ou la couleur ou le rythme du film, mais que plein de choses vont être réinventées après. Mais après, voilà, par exemple pour Chloé, c'est encore différent, parce que il y a toutes les inventions visuelles et toute la grammaire entre guillemets de Chloé. Ça a été encore un autre travail, c'est-à-dire que il y avait le fait de les décrire au mieux. Bon, ça c'est presque de la rédaction, mais il y avait aussi de manière plus large, une fois qu'on avait trouvé la grammaire de Sous le ciel d'Alice, qui est quelque chose qui s'est trouvé au fur et à mesure, et puis de manière un peu empirique. C'était que les éléments qui font vraiment la force du cinéma de Chloé s'intègrent
justement avec un tempo émotionnel qui correspond à ce que vit le personnage à ce moment-là, qui correspond globalement à la texture du film, où se trouve le film à ce moment-là quand cet élément arrive. Et donc là, il y a eu tout un travail pour éviter. Je pense que le vrai risque, ça aurait été par exemple d'avoir une suite d'idées visuelles. Voilà, ou d'avoir une suite de tableaux. Et donc, comme il y avait déjà dans le scénario l'envie d'aller vers plus de romanesque, c'était aussi comment ces moments-là venaient faire écho au romanesque, venaient faire soit l'appuyer, soit faire du contre-pied, du contrepoint, etc. Et donc là, mise en scène, c'est très très vaste. Ça touchait pas forcément à des notions de découpage très précisément, mais ça touchait plutôt à quel moment on quitte le réel, à quel moment on assume de le quitter. Voilà, il y avait eu notamment toute la question des fameuses, ce qu'on appelait à un moment dans le scénario des scénettes, et on a enlevé ce terme, mais qui étaient toutes les choses qui se passent hors du point de vue d'Alice. Donc par exemple tous les miliciens dans des rues, etc. Donc qui se passent hors de son point de vue, hors de la vie de la famille. À quel moment, quand on quitte Alice, à quel moment de sa vie, à quel moment de son acceptation de la guerre elle en est, et qu'est-ce qu'on nous montre, à quel point on joue le contre-pied, mais sans être. On a toujours eu ça en tête, de ne pas être dans une esthétique de rupture. C'est qu'il ne s'agissait pas d'aller vers le patchwork, il s'agissait malgré tout de prolonger ce qu'Alice ne pouvait peut-être pas encore accepter, voir ou sentir, ou ce qu'elle craignait, à travers des images qui allaient un peu plus loin que là où elle en était à ce moment-là. Mais voilà, mais ça c'est... Après, là, il y a beaucoup de mots fort savants, mais c'est aussi... Honnêtement, on tâtonne énormément. Enfin, on tâtonne, on réfléchit, on écrit des trucs qui ne marchent pas. Et petit à petit, au bout de 3-4 ans, on réussit à avoir quelque chose dont on est fier et on peut placer tous ces super mots dans la note d'intention. Et voilà, comme ça, on boucle la boucle. Mais voilà, c'est extrême... On tâtonne, c'est empirique et on apprend des choses petit à petit. Alors Nicolas, je te propose, on va juste écouter un tout petit bout du morceau J'espère, qui est le morceau juste d'après. Donc allons-y, on lance. Plutôt assez connu d'un réalisateur suisse, même s'il a beaucoup travaillé en France, qui est Le Mépris de Jean-Luc Godard. J'ai trouvé récemment, je ne sais pas, peut-être que vous êtes au courant, je ne savais pas, que nous restons en Italie, que pour la version italienne du film, une autre musique avait été créée par un monsieur qui s'appelle Piero Piccioni. Donc je ne savais pas du tout. Et donc j'ai découvert toute la musique, et c'est toute cette musique absolument géniale, et c'est vrai que c'est le problème d'avoir quelqu'un comme Ennio Morricone qui coupe à mon avis beaucoup d'autres compositeurs et compositrices italiennes, et il y a des gens absolument passionnants. Et on va pas écouter tout parce que ça dure 5 minutes 30, on va écouter un tout petit bout. Je serais très curieux, j'essaie de trouver sur internet si on pouvait retrouver cette version avec cette musique. Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec la musique de Delru. Donc le morceau est un peu long, 5:30, on va écouter à peu près 3 minutes, et vous retrouvez tout, de toute façon, je vous donnerai sur YouTube. Donc on écoute et on revient pour continuer à discuter avec Yacine juste après. Vous êtes toujours sur Bulle de Rêve, bien sûr, dans Bulle de Rêve, sur... Je sais pas si on dit sur Radio Libertaire, c'est pas très joli, on n'est pas sur la radio, donc en tout cas, Bulle de Rêve, Radio Libertaire, comme ça m'évite de dire une bêtise. Et nous sommes toujours avec Yacine Padel, donc où on parle de scénario, notamment, vous vous rappelez, j'espère, qu'on a vu Chloé Maslow il n'y a pas longtemps pour parler notamment de Sous le ciel d'Alice, qui, parce que les votants sont stupides, n'a eu aucune, même si je m'en fous des Césars en soi, mais en tout cas, voilà, ça méritait quand même, à mon avis, un petit quelque chose à un moment donné au César. Mais tant pis. Marie-Pauline, on continue avec Yacine. Et oui, on continue avec Yacine. Et alors, on a toujours tendance un petit peu bêtement, je l'avoue, à opposer, ou en tout cas à vouloir comparer prise de vue continue à animation. Mais là, dans le cadre du scénario, moi, je me demandais si c'était vraiment quelque chose qui jouait, en fait, s'il avait une manière différente d'écrire en fonction de si c'était de l'animation ou si c'était de la prise de vue continue. Alors, pour le scénario en tant que tel, pas vraiment. Après, je tiens à préciser que je n'ai pas écrit de long métrage d'animation, donc avec des développements plus longs, où j'ai cru comprendre que notamment alors là on rentre un peu dans des choses un peu techniques, mais que les financements d'écriture de longs métrages d'animation se faisaient beaucoup sur le traitement, que les recherches visuelles avançaient en parallèle de l'écriture. Ça, je l'ai jamais vécu, donc je peux pas en parler. Pour l'écriture, je sais que je présente sur Fade-In, un logiciel que j'aime beaucoup, mes scénarios de la même manière, et que je vois pas de différence majeure. Ce qui est vraiment différent, c'est quand même le processus tout le long, quand on reste impliqué tout le long de la réalisation et de la fabrication du film, puisqu'il y a quand même ce centre de gravité en prise de vue continue qui est le tournage,
qui est quand même ce moment voilà, où tout se définit en fonction du tournage. D'ailleurs, quand on croise quelqu'un et qu'on dit « Ah, tu viendras au tournage ?» Quand tu es scénariste, tu vas sur les tournages. Enfin, même si vous posez la question à quelqu'un dans la rue, le cinéma, enfin, fabriquer un film, c'est le tourner. Alors que c'est le temps le plus court, mais c'est quand même là où plein de choses cruciales se font. Ce temps-là n'existe pas en animation. En fait, le moment où le réalisateur, dans les films que j'ai pu écrire, s'approprie le film et le réalise, est moins défini, moins circonscrit. Il y a le board, enfin il y a le moment voilà où le réalisateur commence à border, à faire l'animatique. Le storyboard, juste pour voilà, au storyboard, et puis ensuite qui devient l'animatique. L'animatique, voilà, c'est une sorte de pré-version du film où le storyboard est plus ou moins mis en image et plus ou moins monté avec les principaux mouvements des personnages, avec des voix temporaires. Et c'est là aussi où, par exemple, Julien se réapproprie le scénario ou rajoute des choses ou en coupe ou revoit la scénographie. Mais c'est aussi, malgré tout, une étape où on peut encore contrôler beaucoup les choses. Il y a beaucoup moins cette impression en animation, j'ai l'impression, en tout cas, de grands sauts vers l'inconnu qui est le tournage et qui est aussi un moment où, voilà, quand on est un peu dans cette esthétique un peu... nouvelle vague ou autre, le moment de grâce, le vrai moment de création, c'est le moment où on fait vraiment le film, puisque finalement, voilà, en animation, on continue à créer tout le long. Et donc, l'autre chose qui change, notamment sur Seigneur 3000, on a eu cette chance-là, c'est que, puisqu'il n'y a pas de tournage, on peut aussi changer des choses beaucoup plus tard dans le processus. Et donc sur Chicken, je ne sais pas si je l'ai beaucoup fait, je ne pense pas. Mais sur Seigneur 3000, on a réécrit ou retouché pas mal de dialogues avant les voix d'Ef. Et ça, c'était super intéressant. Donc pour préciser, parce que là, ça devient un peu technique, mais en gros, quand on commence à réaliser un court-métrage ou même un film d'animation, je suppose, après ça dépend peut-être. Donc, il y a le scénario, il y a l'auteur graphique, en l'occurrence, c'était Christophe Blanc. Il y a l'étape du storyboard qui devient un animatique. Ensuite, on rentre dans une étape que je ne connais pas trop et que je ne comprends pas trop, qui est compositing, animation, toutes ces étapes-là, enfin, toutes les étapes qui permettent au film d'être fabriqué et d'exister. Et pendant ce temps-là, le son n'est absolument pas créé et on reste sur des voix temporaires où parfois c'est le réalisateur ou 2-3 personnes qui lisent les répliques, mais les voix définitives ne sont pas encore posées. Donc quand on arrive avec un film qui est un état un peu transitoire où l'image est à peu près, enfin, l'image est trouvée, le film est fabriqué, mais le son n'existe pas encore, on a aussi une vraie marge pour réécrire des dialogues, rajouter des dialogues hors champ, revoir le son dans des proportions qui sont vraiment... on a une vraie liberté. Alors que quand on fait de la prise de vue continue et qu'on veut, par exemple, ce dialogue est pas super, on va le changer en post-synchro, en fait, malgré tout, même si ça peut être très 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 bien fait, il y a toujours le risque que ça finisse par s'entendre ou que ce soit perçu comme une rustine. Alors qu'en animation, non, comme le son n'existe pas encore, on peut littéralement replacer des infos qui n'étaient pas claires. Par exemple, pour Seigneur 3000, c'est ce qu'on a fait à un moment, des choses comme ça. Et ça, c'est super. Ça, dans la fabrication, c'est vraiment grisant. Juste en long métrage, par contre, il y a souvent les voix avant parce qu'évidemment, il peut pas y avoir... Malheureusement, il n'y a pas cette possibilité que, comme tu dis, en cours, et c'est vrai que quasiment tous les longs métrages, comme ça en plus le lip sync va se faire sur les voix définitives, etc. Ce qu'on peut changer, enfin on peut un petit peu en cours. C'est juste voilà, tu verras ça quand tu travailleras sur des longs connus, célèbres, enfin avec Didier Brunner et tout ça. Après, il y a quand même la possibilité, parce que je sais que c'est ce qu'ils font aux États-Unis. Après, c'est des questions financières. Il y a la possibilité de faire venir les acteurs au début. Et malgré tout, de faire refaire en fonction des nouveaux dialogues additionnels ou autres, de pouvoir faire des retouches après. Après, on rentre malgré tout dans... C'est des budgets autres, à mon avis. Et si on prend c'est vrai que si on prend des comédiens qui ont un certain nom ou autre, c'est peut-être plus compliqué de leur dire 2 ans après, revenez pour retoucher ça. Mais le fait d'avoir la possibilité technique sans que ce soit une réplique additionnelle, mais que ce soit vraiment une réplique qui fait partie du corps du film, c'est assez enthousiasmant. Il y a aussi quelque chose, mais ça fera peut-être une autre émission, c'est évidemment les dossiers. Et c'est vrai que les dossiers d'animation et de prise de vue continue sont aussi complètement différents dans leur écriture, avec l'image, etc. Et c'est aussi un vrai débat. Marie-Pauline. Oui, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais, Yacine, sur en fait la durée de ton travail. C'est qu'on a un peu tendance à imaginer effectivement que le scénariste, il arrive, il écrit le scénario, puis c'est fini en fait, son travail est terminé et il passe au film suivant. Et en fait, toi, tu nous expliquais tout à l'heure hors micro que tu as
tu as eu l'expérience de pouvoir en fait allonger ce travail jusqu'au moment du tournage en fait, voire au montage. Enfin, j'aimerais bien que tu reviennes là-dessus parce que c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience. Après, je pense que ça dépend de pas mal de choses. Ça dépend de l'investissement du scénariste sur le film. Ça dépend de la nature même de la collaboration. Enfin, il y a plein de choses. Donc, sur les films que j'ai pu faire, soit les courts-métrages, soit les longs, je l'ai pas fait à chaque fois non plus. Mais c'est assez intéressant, oui. Enfin, c'est plus gratifiant parce que c'est vrai que malgré tout, on écrit encore une fois beaucoup pour plaire, enfin pour convaincre, pour séduire, pour emporter. Et donc, une fois qu'on sait que le film va exister, il y a quand même quelque chose d'assez libérateur. On n'écrit plus exactement de la même manière, on écrit pour résoudre des problèmes, on écrit pour raffiner. Il y a une sorte de lâcher-prise. Enfin voilà, ça reste très, très précis et il faut avoir beaucoup de sang-froid et être réactif et tout. Mais c'est plus la même étape. Et voilà, et notamment... on peut trouver des nouvelles idées. Alors, ça peut être pour résoudre des problèmes. Et finalement, il s'avère qu'on trouve une scène ou un élément qui tout d'un coup fait que on continue à inventer des choses. Par exemple, sur le film de Chloé, Sous le ciel d'Alice, toujours. Par exemple, je sais qu'il y a une scène que moi j'aime beaucoup, qu'on a trouvée en prépa. C'est qu'on faisait un point avec Chloé sur le plan de travail et les choses qui peuvent être éventuellement simplifiées ou pas. Et je sais que, par exemple, quand la guerre surgit dans le film, c'est pendant les fiançailles de Mona. Et que dans le scénario, les personnages étaient en train de danser ensemble. Alice allait chercher un gâteau. Elle ramenait le gâteau, elle recommençait à danser. Et elle était avec sa famille au moment où la guerre arrivait. Et finalement, c'est un moment que j'aime beaucoup dans le film. On en a parlé ensemble et voilà, je sais plus comment ça s'est fait, mais ce qu'on s'est dit, ce serait plutôt intéressant que la guerre arrive quand elle est en train de chercher le gâteau. Et déjà, ça enlevait ce côté un peu répétitif, d'avoir trop de bonheur familial. On était à un moment du film justement où en termes de grammaire, de notes et d'émotions, le bonheur était installé. Et donc aussi, vu que la guerre est vue à travers le point de vue d'Alice, ça avait aussi beaucoup de sens que son expérience de la découverte de la guerre soit plus individualisée. Et donc ça faisait sens aussi en termes de plan de travail ou autre. Mais voilà, et c'est une scène que j'aime beaucoup et qui permet de lancer aussi le fait que c'est la guerre ou le début de la guerre vu à travers la subjectivité d'Alice. Et voilà, et ça on le trouve en prépa, et donc c'est une chance énorme. Alors, comme le temps passe, on va déjà parler au prof ou à l'intervenant en même temps qu'au scénariste. Il y a souvent quelque chose qui se passe et c'est intéressant ce que tu nous racontais aussi hors micro, c'est que souvent les gens en animation vont se dire cette scène-là, c'est pas des scénaristes, cette scène-là elle va être trop compliquée, je la coupe parce qu'il y a 25 personnes, ça sert à rien, et souvent on ne remplace pas. Il y a un scénariste, j'ai déjà vu, qui dit oui, non, la scène elle est très importante, on va juste la modifier avec le sens quand même qu'elle avait, mais on va changer. Ça, c'est quelque chose d'important, justement, que le scénariste continue à travailler sur ces films-là. Bien sûr, parce qu'en fait, vraiment, je pars du principe que le réel a toujours raison et qu'il ne faut pas s'accrocher à la page 14 ou à la séquence 28 ou à cette super réplique. Non, mais encore une fois, par contre, faut vraiment avoir en tête les éléments qui sont importants ou même les notes émotionnelles. Par exemple, si ce personnage-là, si on enlève le moment où le personnage est en plein déni, le moment de l'acceptation sera moins touchant. Donc, faut replacer le déni d'une autre manière. Après, c'est aussi des infos très basiques aussi. Mais c'est vrai qu'en tant que scénariste, on aime beaucoup négocier. Je pense que des fois, on n'aime pas trop réécrire. Donc, quand on a un réalisateur qui nous dit, il faut tout changer. On dit, non, t'inquiète pas. Peut-être que si on rajoute un majordome et une tortue en arrière-plan, la scène peut vachement mieux marcher et on comprend beaucoup mieux que le personnage est en danger. Mais oui, t'as raison. Donc, on a aussi ce sens de la négociation et de l'adaptation qui fait qu'on peut résoudre des problèmes des fois assez simplement, mais un peu d'ailleurs comme nos chers cousins les monteurs, qui sont très très bons aussi pour faire fonctionner une scène et faire décoller une scène. Le réalisateur peut dire cette scène est nulle, on la coupe, je trouverai autre chose, je ferai une voix off. Non, attends. Et rien qu'en intervertissant deux plans, ou en faisant sortir un personnage d'une scène, ou en le faisant arriver plus tard ou autre, la scène décolle et trouve un rythme et une dynamique, et nous on a aussi ce rôle-là. C'est intéressant, juste Marie-Pauline, je vais te laisser la parole, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est ce qui s'est passé avec J'ai perdu mon corps notamment, où là d'un seul coup il y avait un montage un petit peu plus de genre, de films de genre, etc. Et d'un seul coup, c'est comme si les gens de l'animation découvraient qu'il y avait du montage, ou d'un seul coup on découvre qu'il y a du scénario. C'est vrai que c'est intéressant que tu mettes ces deux métiers finalement en parallèle, qui sont deux métiers qu'on oublie, ou en tout cas qu'on met pas suffisamment en avant finalement en animation, alors que ça se passe beaucoup. En plus, ça avance ce moment, comme tu dis, du tournage où quasiment tout est
bouclé à ce moment-là quand on commence l'animation, et donc on a besoin de vous en amont finalement énormément d'un film. Mais d'ailleurs c'est Arnaud Viémont qui a fait le montage des 2 courts-métrages de Chloé que j'ai coécrit, donc Conte de fées et puis Diamanteur. Sur Diamanteur, il y avait ce matériau familial et en fait les descriptions des images marchaient dans le scénario, mais ces images d'archives ne marchaient plus dans le film. Donc après, Chloé et Arnaud ont retravaillé, sont allés chercher d'autres images. J'ai donné mon avis, on a réécrit des choses de voix off, etc. Mais on a aussi travaillé entre guillemets à 3, enfin eux 2 et moi en backup régulièrement. C'est aussi ce qui s'est fait sur le film de Chloé, Socialiste toujours, avec Clémence Carré, où il y a eu elles étaient vraiment en avant à travailler au montage au quotidien, et je faisais des retours régulièrement, et il y a eu un très bon dialogue à 3. Ouais. Marie-Pauline. Oui, justement, moi j'avais envie de rebondir quand même sur une des particularités du travail de Chloé, c'est que, comme tu le disais, il y a toujours cette matière intime, alors pas sur Conte de fées, mais plus sur Diamanteur et sur le ciel d'Alice, et c'est quand même encore plus particulier, j'imagine, en tout cas pour un co-scénariste, de venir en quelque sorte s'immiscer un peu dans cette matière intime et dans une histoire familiale qui n'est pas la tienne, mais qui est la sienne. Et comment ça s'articule ? Est-ce que c'est quelque chose qui joue ? Est-ce que toi, tu marches un peu sur des œufs ? Ou est-ce que, au contraire, tu es plutôt celui qui, justement, a le regard extérieur, encore une fois, et qui va pouvoir en parler de manière très, très décontractée ? Je suis plutôt celui qui est là pour... parler encore une fois pour être le regard du monde extérieur, mais aussi pour avoir disons que j'avais peur. En fait, on avait des peurs très très différentes avec Chloé sur ce film. Moi, j'avais peur qu'on aille vers l'anecdotique et que la matière familiale finisse par être une sorte d'hôtel qui nous enferme, voilà, et qu'on finisse par être prisonnier d'une matière familiale qui se recroqueville un peu sur elle-même. Et donc, moi, j'allais vers l'universel. Forcément, mais naturellement, et j'allais aussi, et ça passait aussi par le fait de trouver des mouvements émotionnels qui étaient peut-être pas les mouvements des personnages existants, de trouver une matière que je pouvais amener pour donner plus d'ampleur aux personnages, etc. Chloé avait une autre peur, c'était de s'éloigner de cette matière-là. Et donc, et c'est vrai qu'on a beaucoup tâtonné. Enfin, je pense que je peux même pas dire comment on a réussi à avoir quelque chose qui nous convienne à tous les deux. C'est qu'il y a eu des phases, c'était une écriture assez longue. Donc, il y a eu des moments où on allait peut-être vers quelque chose d'un peu plus conventionnel dans l'écriture, ou peut-être où on allait des fois vers des choix moraux un peu plus drastiques ou des choses comme ça. Et ça marchait pas, on s'éloignait de ce que Chloé voulait. En même temps, on y trouvait des choses. Et inversement, des fois, on faisait trop machine arrière et on collait trop au roman familial et ça avait pas forcément d'intérêt en tant que tel. Enfin voilà, donc on a manœuvré comme ça. Après, je crois que Chloé le dit aussi, le film a vraiment le scénario, enfin le film, ouais, a décollé aussi au moment où on a investi ce couple. Et où on a chargé dans ce triangle amoureux entre une fusée, une Suisse et un Libanais, quelque chose autour de la manière dont Joseph regarde Alice, la raison pour laquelle Alice tombe amoureuse de Joseph, comment une histoire d'amour se construit aussi sur la durée. Et ça, c'est aussi des problématiques qui, moi, me tenaient à cœur. Il y a aussi des moments où, moi, ma vie de couple ou autre, j'y ai pu y trouver mon compte. Donc, c'est aussi comme ça. Après, il y avait d'autres choses. C'est-à-dire que je pense que c'était important que Chloé, quoi qu'il arrive, puisse faire son film. Donc il ne s'agit pas de détourner l'avion, il ne s'agit pas de dire on va raconter l'histoire de la famille de Yacine ou le couple de Yacine, c'est pas du tout le but. Mais il s'agit d'y amener d'autres choses pour que le film puisse se déployer d'une manière que même Chloé n'avait peut-être pas forcément prévu. Voilà. Donc tout ce que je peux amener pour que le film puisse gagner en ampleur et en intensité, si elle peut ensuite se l'approprier pour le défendre à l'écriture, en fin d'écriture, face aux producteurs, face aux commissions, au tournage, etc., c'est super important. Mais le but n'est pas forcément... le but, c'est que moi, j'y trouve mon compte, mais il s'agit toujours que ça reste son film au final. Donc voilà. Et donc oui... Après, ça dépend. Je pense on a toujours un peu une sorte d'esprit de contradiction quand on est scénariste. C'est-à-dire que si on travaille avec quelqu'un, par exemple, je pourrais travailler avec quelqu'un qui veut partir d'une histoire personnelle, mais qui, au contraire, a une sorte d'envie d'efficacité ou de séduction à tout prix. J'agiterais le petit drapeau rouge en disant revenons vers la spécificité, revenons vers la sincérité, revenons vers ce que cette histoire a de crucial pour toi.
Avec Chloé, c'était parfois un peu l'inverse. Après, ça dépend. Vraiment, c'était aussi une collaboration très équilibrée dans le sens où à certains moments, il y avait des choses qu'elle voulait enlever et que je trouvais vraiment super, ou même dans des éléments soit plus personnels ou plus spécifiques à l'histoire du Liban. Donc comme c'était aussi notre 3e film, on a aussi beaucoup, dans le meilleur sens, on a beaucoup cherché ensemble aussi. On avait des rôles, mais qui étaient définis, mais qui n'étaient pas non plus totalement fixes. On vous l'avait promis, on va faire la toute dernière partie de l'émission sur des questions un petit peu plus polémiques quand même, puisque comme on a un scénariste sous la main, moi j'avais quand même très envie, Yacine, de te demander si le scénario en France est devenu un objet un peu formaté. Est-ce qu'on n'a pas un peu, on n'applique pas un peu des recettes? Tu parlais des commissions, tu parlais des notes d'intention, tu parlais aussi du fait que quand on propose un dossier pour des différentes aides, notamment au CNC auprès des régions, on réécrit beaucoup. Est-ce que toi, de ton point de vue, tu as parfois cette impression-là qu'on te demande d'écrire des trucs qui rentrent dans des cadres et qu'il ne faut pas trop en sortir? Je réponds avant la pause, on est d'accord? Vas-y. Non. Alors, je pense que c'est compliqué de faire un film, ça coûte très très cher. Je pense qu'un film n'est pas censé exister par définition. Donc il y a en face des voilà, quoi. En anglais on dit des gatekeepers, voilà, il y a des gens qui tiennent la porte, il y a des vigiles à plein d'étapes, et c'est entre guillemets aussi normal ou compréhensible. Après, j'ai la chance, encore une fois, Chloé, dans sa sincérité et dans son intégrité, a toujours tenu bon par rapport à ça. On s'est jamais laissé grignoter. Le film est un prototype qui aussi ne devrait pas exister. C'est aussi pour ça qu'il est beau. C'est ni vraiment de l'animation, ni de la prise de vue continue. C'est une histoire très personnelle. Et donc on a réussi à faire exister le film tel qu'il devait exister selon Chloé. Et j'en suis très très fier. Avec le soutien du producteur, Frédéric Lindermeyer. Donc le rapport au scénario, c'est encore autre chose. Moi, je pense qu'on a trop tendance schématiquement à opposer les recettes, soi-disant, du scénario à la liberté du cinéma. Enfin, je lis des fois ça dans des critiques aussi. Ce n'est pas du scénario. Un film est réussi parce qu'il échappe à son scénario. Ça dépend ce qu'on définit en tant que scénario. Si on définit le scénario comme la structure et la dramaturgie, je veux peut-être l'entendre. Encore une fois, moi, c'est pas le plus important pour moi. Le plus important, le scénario, c'est un des premiers éléments qui sert à articuler la pensée du film et les sensations qu'il va essayer de générer. Donc à partir de là, après je prêche pour ma paroisse, je suis scénariste. Je considère pas que le scénario sert à brider qui que ce soit. Il sert à articuler une pensée, à défendre des intentions, à défendre des émotions, et voilà, et à effectivement à séduire. Mais séduire, c'est aussi important. Enfin, séduire dans le sens de fédérer, et ne serait-ce que donner envie aux directeurs de la photographie, aux acteurs, aux décorateurs de travailler sur le film et d'avoir déjà les premières clés avant le dialogue avec le réalisateur ou la réalisatrice pour pouvoir faire leur travail de la meilleure des manières. C'est déjà super. Pour moi, le scénario sert à ça. Après, je pense que ça, c'est vraiment... Je me rappelle, je suis tombé sur un hors-série des Cahiers du cinéma de 1980 où on parlait déjà du retour du scénario, où le scénario revient. Et c'était, je crois, voilà... Le retour du scénario signifiait le retour de l'industrie, le retour du marché, avec toute cette idée que si plus un scénario est défini, plus ça permet aux producteurs de surveiller, entre guillemets, le réalisateur ou le tournage, puisqu'il s'agit d'être fidèle au scénario. Moi, je pense pas. Moi, je pense que, tel que je conçois le scénario, c'est un moyen de créer aussi des convictions, enfin d'armer le mieux possible le réalisateur ou la réalisatrice pour qu'il aille ensuite à la guerre étant le fait de défendre son film et de le tourner. Et donc de donner le plus possible de conviction et d'armes pour que le film existe tel que le réalisateur ou la réalisatrice le souhaite. Voilà, pour moi c'est ça le rôle du scénario, et donc je vois pas forcément en quoi ça bride la pensée ou l'expression cinématographique. Mais est-ce que c'est pas parce que pour l'instant t'as eu la chance, ou t'as pas eu la chance, t'as tout simplement choisi un cinéma qu'on va appeler, j'aime pas le mot non plus, mais d'auteur, enfin on va, pour employer un mot un peu large comme ça, et qui fait que tu as cette liberté peut-être, et que si demain, je sais pas, je vois que tu as travaillé sur, alors je sais pas ce que c'est, tu as travaillé sur pas mal de séries, des 4x52, 6x26, 8x52, est-ce qu'il y a la même
pour parler clairement, est-ce qu'elle a la même liberté justement ça que qu'avec Chloé Mazlo qui va dire ouais non, on va changer ça au dernier moment et avec son prod? Non, déjà les séries, là c'est des projets qui sont encore en cours. D'accord. Voilà, et donc j'ai pas une expérience de la série par exemple qui va jusqu'au tournage ou même jusqu'au travail direct avec les chaînes. Donc je peux pas en parler. Je sais que le film de Juste Philippot que j'ai coécrit et qui va tourner bientôt, c'est aussi un objet un peu hybride qui entre guillemets pourrait ne pas exister puisque Juste vient du cinéma d'auteur. Voilà, il a fait des documentaires de création, notamment sur son frère qui s'appelle Gildas a quelque chose à nous dire, qui est très beau. Et il s'est retrouvé embarqué un peu comme ça en contrebande dans le cinéma de genre. Et donc dans le film qu'on a coécrit ensemble et qui va bientôt tourner, il y a des thématiques très personnelles chez lui, dans une esthétique de film de genre et un peu plus de cinéma de marché. Et voilà, on n'est pas dans un cinéma uniquement spectaculaire. Il y a aussi des éléments qui lui tiennent à cœur depuis très longtemps en termes de thématiques familiales ou autres, et qu'on a intégré dans cette matrice-là. Donc après, on verra le film et on verra, mais par exemple, je suis très très fier d'avoir pu écrire ce projet qui mêle deux tonalités qui pourraient être antinomiques. Alors, je serais très curieux, Marie-Pauline, on va être sur la dernière question quasiment déjà, on va arriver vers la fin. Je serais curieux parce qu'ils sont aussi bavards et c'est passionnant, Yacine et Chloé. Je serais curieux de voir leur réunion de travail et de voir si ça prend des heures pour parler d'une scène, des choses comme ça. Mais c'est évidemment bien mieux et c'est passionnant d'avoir les invités. Donc, on a 2-3 minutes. Donc, si, peut-être, je pense une dernière question et si on a la chance d'en faire une autre. Mais en tout cas, déjà, Marie-Pauline, désolée, mais voilà, on arrive à la fin. Non, mais c'est dans la continuité de la question précédente, c'est que moi, j'avais juste envie que tu nous parles un petit peu de ce que tu fais du coup auprès des étudiants, puisque là tu leur transmets quand même des choses qui vont leur servir toute leur vie, tu les accompagnes, c'est ça, dans leur projet de fin d'études, oui, au niveau du scénario, et donc c'est tout ce que tu peux leur dire va les nourrir aussi pour ce qu'ils vont faire par la suite, pour ceux qui vont envie de continuer à faire des films. Oui, c'est un travail extrêmement intéressant. J'interviens en milieu de deuxième année pour leur dire attention, en début de troisième année il faudra réfléchir à un scénario. Donc déjà en fait on parle beaucoup de l'intention. On parle beaucoup il s'agit presque d'écrire souvent une note d'intention avant même d'écrire le scénario. Voilà, de trouver les thématiques, de trouver la question qu'on se pose, d'affirmer un peu un point de vue d'auteur et d'avancer finalement de l'intérieur vers la forme. Et c'est justement les amener peut-être aussi à se faire un peu violence, puisque ils peuvent avoir tendance à dessiner, à avoir des envies de personnages, de décors ou autres, et ensuite de se dire j'ai envie de raconter quelque chose avec ça. Et là c'est un peu l'inverse. C'est peut-être pas le cas de tous les intervenants scénario, mais moi je leur dis amenez-moi que de l'écrit. Au moins pour 3 semaines dans votre vie, vous allez d'abord passer par l'écrit. Et donc c'est aussi super intéressant parce que ça pousse à nourrir la démarche et à considérer que c'est pas juste un film, un exercice de plus ou un exercice de style, mais il s'agit pour eux d'essayer d'écrire un film qu'ils vont pouvoir ensuite assumer pendant 9 mois, ce qui déjà à l'échelle des études à l'ASA, c'est déjà un gros morceau. C'est pas un film de 3 semaines ou de 3 mois, souvent qu'ils font en équipe. Là c'est eux ou elles face à eux-mêmes ou elles-mêmes pendant presque 1 an. Donc c'est presque les pousser à se poser ces questions-là avant d'en venir à la forme. Merci beaucoup Yacine, c'était passionnant vraiment, sincèrement. Merci beaucoup Marie-Pauline aussi d'avoir préparé toute cette rencontre. Il y avait pas mal de choses. On fera un jour une nuit spéciale musique qu'on n'a pas passée sur Radio Libertaire. Peut-être qu'on pourra faire deux nuits, puisque désolé Nicolas nous avait proposé en plus vraiment un morceau vraiment bien. J'espère je le mettrai de côté. J'espère qu'on le passera à un moment donné. Méteille, je sais pas comment on prononce, 9-2 en tout cas, voilà, mais qui est vraiment super intéressant, qui est du pur Nicolas aussi, puisque c'est des boucles. Donc en effet, on retrouve son amour qu'il a dans le cinéma à l'intérieur de la musique. Donc c'est assez intéressant. Donc vraiment, j'aimerais le montrer. On va juste passer, pour me faire plaisir, et je suis désolé pour me souhaiter vous allez voir un bon anniversaire. On va juste passer donc le morceau que je t'ai demandé. Ça fait 1 minute 10, mais on va peut-être passer que 40 secondes de ça. Alors pourquoi c'était, je voulais me souhaiter un bon anniversaire à ma cinéphilie. Alors bon, j'ai une émission de radio, donc je peux me permettre de faire ça. J'aurais pu le faire tout seul chez moi, c'est évident. Mais je voulais profiter, puis pour vous dire de voir ce film. Et on a tous une mythologie, c'est intéressant, on se crée tous des mythologies. Moi, c'est autour de ce film. Le 15 février 1984, sortait un film en France qui s'appelait en français Rusty James, en anglais Rumblefish, de Francis Ford Coppola. Après, moi, j'étais à Paris 8 aussi pour faire mes études. Et en fait, c'est ce film-là qui m'a fait comprendre que la caméra, avec évidemment des mots derrière, mais en tout cas, pouvait raconter des choses et même n'était
qu'un miroir de la réalité, puisque Rusty James c'est un frère qui voilà, il y a son grand frère qui était membre de gang, enfin voilà, qui gouvernait un peu tout le territoire, et on se rend compte que finalement Coppola évidemment va mettre des pigeons qui s'envolent, des colombes, il y a de la musique qui arrive, il y a tout un ballet même dans la violence qu'on peut critiquer ou pas, mais en tout cas voilà, et de se rendre compte qu'évidemment le cinéma est une nouvelle vision de la réalité. Et donc voilà, donc c'est ça qui m'a un peu permis, ou en tout cas qui m'a donné envie de faire du cinéma, en tout cas dans ma tête. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors au départ, je voulais vous parler de plein de choses. Il y avait aussi Monica De Vitti qui nous expliquait à quel point le doute était important, et c'est très beau à un moment donné, elle dit de dire je ne sais pas, je saurai peut-être demain, mais pour l'instant je ne sais pas. Ça permet de gagner du temps. Et elle dit, le je ne sais pas m'a tellement servi dans ma vie. Et je trouve ça beau par rapport à aujourd'hui. Il faut toujours tout savoir, de pouvoir dire d'un seul coup, vous savez quoi ? Je sais pas, je vais attendre demain, on va réfléchir. Alors là, les élèves, nous qui sommes profs, j'aimerais bien, et nous aussi, bien évidemment, c'est pas quoi, mais dire ça et dire, je vous avoue que là, je sais pas, vous savez quoi, on en reparle demain. Et ça serait tellement bien, je pense qu'on aurait un monde un peu différent si on osait un peu dire maintenant les plus je ne sais pas, plutôt que de se précipiter sur Wikipédia. Mais si, je sais, et ce genre de choses. Donc c'était assez beau. Et là, normalement, elle parlait de l'Aventura et du grand, la difficulté, hein, le film a été massacré par les critiques, hein, c'est très bon, il y a sur France Culture, voilà, en tout cas on peut le dire, il y a 3 heures avec Monica Vitti, et il y a un petit extrait de l'Aventura où Jean Douchet, grand critique, massacre l'Aventura, et tous ces critiques qui massacrent l'Aventura, c'est assez intéressant, on peut ne pas aimer, mais voilà. Pour finir, on est dans un moment, alors on n'écoutera pas tout, hein, on passera générique, il n'y a pas de problème, mais je me dis qu'allez, je voulais vous passer la musique du dernier Ghostbuster, que j'ai bien aimé, avec des personnages qui sont avant l'adolescence, et voilà, moi j'aime bien tout ce qui est avant l'adolescence, on fait plein de films sur l'adolescence, c'est un peu fatigant, donc je trouve ça très mignon avec plein de choses. Bon, on va écouter un morceau qui va nous faire un peu danser, je vous avais dit par rapport à danser, donc on va écouter Into the Groove, qui est dans Desperately Seeking Susan, donc un autre film important pour moi, Recherche Suzanne désespérément, de Suzanne Seidelman avec l'incroyable Rosanna Arquette, et dedans il y a Madonna, et Madonna chante Into the Groove, donc ça va nous changer un petit peu, et on va avoir un côté un petit peu plus dansant pour la fin de cette émission. Merci beaucoup Yacine d'avoir été avec nous. Vous pouvez voir Sous le ciel d'Alice en DVD, il est sorti, donc précipitez-vous.